T'es passé de start-up à grosse boîte quand même. Toi, là, tu te retrouves à des postes quand même de direction, un groupe de 500 personnes. C'est quoi le décalage d'un point de vue gestion des ressources humaines? Moi, j'appelle ça le no man's land dans les boîtes de services où je trouve que la transition entre 25 et 50, on 55, est dedans, là. Vous autres, vous êtes dedans. Je trouve que c'est un désert aride. Si tu veux acquérir des nouveaux clients, ça devient extrêmement difficile. Tu t'es retrouvé avec un client qui a perdu la vie dans un accident de voiture, pour qui tu travaillais depuis déjà au moins 2 ans, qui te devait au moins 100 000 $. C'est beaucoup, 100 000. Le président de la firme en question me demande sur un appel, puis il se met à me donner de la merde en me disant on va mettre fin au contrat, puis moi qui est comme pardon. On se met à s'engueuler les deux en disant non, c'est votre faute, non, c'est votre faute. Mais finalement, ce qu'on a réalisé, c'est qu'on s'était fait lancer en dessous de l'autobus. Je suis en train de travailler sur un projet là qui devrait se signer. Ça se trouve, il est signé là. Donc, on parle d'un projet, c'est le site web, il est à 300 000 $. La stratégie SEO, elle est à 150. Je suis pas du tout serein. Je suis Eugénie Delay. Et moi, c'est Max Pezzetta. On est les cofondateurs de l'agence web My Little Big Web. On est situé à Montréal et spécialisé dans tout ce qui est marketing web et conception de sites web. Avec Secret d'entrepreneur, nous mettons en avant des entrepreneurs qui nous partagent leurs succès et leurs défis sans langue de bois. Si vous découvrez notre contenu pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner. Ça nous envoie de la force et surtout, ça vous permet de ne rien manquer de nos prochaines publications. Vous pouvez nous suivre sur votre plateforme préférée, soit en vidéo sur YouTube ou bien en audio exclusivement sur Spotify ou Google Podcast. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on reçoit Arnaud Monpetit. C'est une personne que j'ai découverte dans un livre que j'ai lu de Alexandre Vézina. Donc, il était interviewé dans le cadre de ce livre. Son profil, il m'a beaucoup intéressé parce que clairement, il représente la success story. C'est-à-dire qu'il a créé son agence en 2012. Il sortait à peine de l'école. Il l'a revendu à un grand groupe. Aujourd'hui, il fait partie du coup des big boss de ce grand groupe. Et j'ai 1 million de questions. Comment ça se passe quand on revend son entreprise? Comment on gère un petit peu cette ascension, ce changement aussi de culture entre une agence de 20, 30 personnes à un groupe de 350 personnes? Parce que finalement, quand on est entrepreneur, au départ, c'est justement pour pas travailler dans ces groupes-là. Lui, il se retrouve à travailler dans ces groupes-là et qui plus est à la direction. Donc, c'est assez intéressant de rencontrer ce type de profil puisque My Little Big Web, on est une agence web d'une 30aine de personnes. Donc, je suis au stade où lui, il était il y a encore quelques années. Donc, clairement, j'ai beaucoup de questions pour lui. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Je suis super content en fait que tu aies accepté l'invitation parce que comme je t'expliquais, j'avais vu ton parcours dans Marque au fer rouge, puis je connaissais aussi ton agence avant que tu la cèdes, ou je sais pas ce qui s'est passé avec Logian, tu vas nous en parler. Absolument. Et je vois que là maintenant tu es quand même haut placé chez Logian, tu es vice-président en fait d'un département de recherche, j'ai l'impression. C'est quoi exactement ce que tu fais? J'ai pas de département encore, c'est un nouveau rôle qui n'existait pas chez Logian. Alors puis la transition a commencé il y a peut-être 8 mois, donc juste avant Noël, puis le rôle est encore en train de se définir. C'est un rôle qui n'existait pas. J'avais une passion pour la stratégie au moment de la transition. C'est la direction que je prenais avec Poudre Noire, ou en fait qu'on prenait avec Poudre Noire. Puis ça semblait tout naturel de me donner ce rôle-là. Par contre, c'est pas quelque chose qui existait chez Logian. Logian avait un antécédent aussi. On existait depuis 22 ans, déjà 21 ans. Et c'est pas un rôle qui avait besoin. Alors, faut que je construise ce rôle-là. Puis c'est pas quelque chose qui est terminé encore, là. Même que je dirais que dans les 6 derniers mois, ça a été surtout la transition de dossier, apprendre à travailler avec mes nouveaux collègues. On était une 30aine chez Poudre Noire. On est 360 aujourd'hui chez Logian. Et puis je pourrais en parler plus tard, on vient de faire l'acquisition aussi de Inventive, qui est une boîte de juste en mobile en fait, qui est installée aussi à Montréal. Alors le groupe au complet maintenant, c'est pas loin de 500 personnes, avec des gens en Tunis, on a des gens un petit peu partout à travers le monde aussi. On pourra parler de télétravail probablement. Ah ouais, c'est clair. Donc le rôle existait pas, je suis encore en train de le construire. Et donc là, toi t'as démarré Poudre Noire en sortant de l'université. Exact. Donc c'était une agence. Alors, on va appeler ça une agence digitale, ce qui veut rien dire, parce qu'en fait, tu peux faire plein de choses. Tu peux nous dire exactement ce que tu faisais à Poudre Noire? Vous proposiez quoi? Écoute, 2012, c'était l'époque où les grosses agences de pub faisaient du web. Les médias sociaux ont commencé à se monétiser. Facebook commençait à avoir un modèle d'affaires qui se tenait debout. Donc, quand on est sorti de l'université avec notre maîtrise en commerce électronique, on se dit, tiens donc, on a le papier. On était fiers d'avoir le papier, puis on disait, les gens vont clairement venir vers nous pour notre expertise. Alors, on était jeunes, naïfs et prétentieux. Tout ce que ça prend pour partir une boîte. On a commencé comme firme. On voulait
offrir une solution alternative purement numérique aux agences de pub qui chargeaient très cher pour faire des sites informatifs à ce moment-là. Et c'était notre positionnement. Alors, à chaque fois qu'un client appelait, disait « Faites-vous ça? » On disait « Ben oui, on le fait. » Puis après ça, on raccrochait puis on disait « Bon, comment on fait? Comment on fait? On va trouver une façon de le faire. » J'espère que mes clients, de toute façon, ça fait 10 ans de ça. S'ils étaient satisfaits à la fin. Exact. Ben, puis je pense qu'à la fin de la journée, c'est ça, on faisait tout pour qu'ils soient heureux. Donc, ça leur coûtait pas très cher, puis ils voyaient pas comment on travaillait comme des débiles en arrière de la scène. Alors, je suis persuadé que nos clients étaient satisfaits à la fin de la journée. Mais je vais te raconter une anecdote. En fait, avec Eugénie, quand on a fondé My Little Big Web, donc en 2013, c'était un an après toi, on a eu à peu près la même chose. C'est-à-dire que, bon, on est arrivé au Québec en 2013 et au début, My Little Big Web, encore une fois, c'était un blog, c'était pas une agence, etc. Mais très rapidement, c'est devenu une agence. Et on est arrivé chez un client anglophone qui nous a en fait demandé un audit SEO. Alors, on avait déjà fait des audits SEO, mais pas seul. Et puis on savait pas combien ça coûtait. Puis enfin bref, il y avait pas mal de choses qu'on savait pas. Et j'ai vendu l'audit SEO $2000, ne sachant absolument pas, encore une fois, est-ce que ça vaut $500, est-ce que ça vaut 3000? Moi j'ai dit $2000 l'audit SEO. Et le gars a dit, OK, pour nous, là, on venait de gagner à la loterie. Un gros mandat. Pour nous, c'est gros mandat, c'est champagne. Là, qu'est-ce qu'on va faire de tout cet argent? On arrive chez nous, puis on va sur Google. Comment faire un audit SEO? Donc, tu demandes à Google comment faire un audit SEO, clairement. Et donc, on a repris cet audit SEO peut-être 5, 6, 7 ans plus tard. Et ben, honnêtement, il valait beaucoup plus que $2000. Probablement. Cet audit. Ouais. Parce qu'on avait tellement peur d'être des imposteurs qu'on a fait un truc, mais de fou furieux. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que t'entres tout de suite dans le vif du sujet en disant, moi, j'ai vendu des trucs avant même de savoir les faire, mais, et ça, je pense que c'est la grosse nuance hyper importante, à la fin, j'ai livré. Absolument. Parce que, on pourra en reparler évidemment, mais on est dans le service. Mm-hmm. Donc, moi, je sais que quand je demande à des agents, à des clients, c'est quoi vos critères de sélection? C'est une question que je pose. Comment vous allez nous évaluer? Comment je peux faire pour avoir le mandat? Autant lui demander de me mâcher le travail. La plupart du temps, ils savent pas. Le prix, le feeling. Ok, mais je peux pas rentrer non plus dans la contradiction du décideur parce que sinon ça peut me créer une perte de mandat. On en parlera aussi, ça peut arriver. Mais le fait est que ils peuvent pas savoir quand ils me disent par exemple la qualité du travail. Tu peux pas le savoir tant que tu m'as pas embauché. Mais ça, je peux pas lui dire parce que je peux pas la mettre devant ses contradictions. Et pourquoi je te parle de ça, c'est que du coup, il y a énormément de gens qui sont un peu des imposteurs entre guillemets, c'est-à-dire qui vendent des choses extrêmement chères. Parce que je pense, tu me corriges si je me trompe, mais tu avais aussi un petit peu cette vision, c'est-à-dire tu t'es dit attends, ils vendent des sites à, je dis n'importe quoi, $40,000. Nous, pour 10 000, on est super contents. Et en plus, quand je vois ce qu'ils font, je suis pas impressionné. Donc finalement, t'es arrivé sur ce marché-là en te disant, nous, on pense qu'on peut faire mieux ou aussi bien pour beaucoup moins cher. C'est un peu ça l'approche que tu as eue. Oui, clairement. Puis je sortais d'un stage dans une firme de publicité, puis il y avait sur 100 employés, il y avait un expert web. J'étais stagiaire, c'était mon 3e stage, je pense. J'ai passé 4-5 mois là-bas, puis déjà j'étais positionné comme un expert web. Alors je me dis tiens donc, si pour une agence qui vend des gros projets numériques ou qui commençait à vendre des gros projets numériques, si je suis le 2e en ligne pour avoir cette expertise-là, puis pour me faire poser des questions sur le web, je me dis, il y a probablement une ouverture. Alors, si on prend 4 personnes d'une maîtrise en commerce électronique qui ont passé les derniers 3-4 ans avec le bac en marketing, la maîtrise à étudier ça, on devrait être quand même bien positionné. Mais les clients ne le savaient pas, ça. Bien sûr. Mais l'important, c'est le résultat. À la fin, je veux dire, bien sûr que sur le moment, tu le caches, mais honnêtement, combien d'entrepreneurs successful ont un petit peu arrondi les angles, ont un petit peu grossi le trait pour vendre leur concept, mais à la fin, ça s'est super bien passé. Je pense que c'est important parce que on est dans le podcast secret d'entrepreneur. Ça, c'est entre guillemets. Pour nous, c'est pas un secret parce qu'en fait, on le sait qu'on le fait tous, mais pour certains qui nous écoutent, ils peuvent se dire, ah ouais, c'est-à-dire qu'ils vendent des trucs qu'ils maîtrisent pas, machin, mais oui et non. Moi, ce que je voudrais expliquer, c'est que, par exemple, sur mon CV, je vais pas uniquement écrire ce que j'ai fait, je vais écrire ce que je sais faire. Et c'est ça toute la différence parce que, encore une fois, il y a des gens qui sont juniors, qui débarquent dans des entreprises et au bout de 6 mois, ils sont meilleurs que certains qui sont là depuis 2 ans.
Absolument. Et donc, c'est pour ça que cette espèce de syndrome de l'imposteur qu'on peut avoir et qui peut nous scléroser, nous empêcher de passer à l'acte, mais je pense qu'il faut le casser rapidement parce qu'il y a qu'en faisant qu'on apprend, un peu comme le junior qui dit comment je peux acquérir de l'expérience si personne ne me donne ma chance. Mais déjà, commence par prétendre avoir plus d'expérience que ce que tu as, acquiert-la, fait de ton mieux en fait. Par contre, après, il faut assumer. C'est-à-dire que tu t'es engagé à faire une job, il est 5 heures, il est 6 heures, il est 7 heures. Non, tu vas pas aller regarder le match de hockey. Tu vas livrer ce que tu t'es engagé à livrer parce qu'on s'en fiche que tu le fasses en 10 heures ou en 20 heures. Tu dois le faire et dans les délais. Moi, c'est un petit peu, en tout cas, une des choses que j'ai tendance à véhiculer. Absolument. Puis, je rajouterais aussi que le numérique de façon générale, puis là, j'inclus le web, mais j'inclus aussi toute la portion numérique en organisation, la portion technologique, ERP, CRM et tout ça. C'est relativement nouveau, dans le sens que ça fait 25 ans, 30 ans, et chaque situation est unique, chaque entreprise a sa propre réalité, ce qui fait en sorte que dans le service, c'est jamais ce qu'on pourrait... C'est pas une usine, on peut pas dire il y a un produit qui rentre qui va sortir de la même façon à la fin, c'est impossible. Chaque situation des clients est unique, alors chaque situation devant laquelle on se trouve, elle est nouvelle. Alors, on peut utiliser notre expérience pour venir à comprendre l'enjeu puis à le résoudre comme il faut. Mais la réalité, c'est qu'on peut pas dire que ça fait 40 ans que je fais ça, je suis donc bien meilleur que tout le monde. Exactement. Ça se peut que quelqu'un rentre avec 2 ans d'expérience, mais a vécu une situation qui permet de se mettre dans les souliers du client à ce moment-là, puis de réussir à trouver une solution plus rapidement, plus efficacement. Donc, il y a cette réalité-là aussi. Ben, c'est ce qui challenge un petit peu, justement, mais ça fait écho avec ce que t'as dit tantôt, c'est que tu disais, voilà, moi, je suis arrivé dans un groupe où, en plus, en stage, donc, en théorie, t'avais quand même certaines attentes d'un point de vue montée en compétences, apprentissage. Tu te rends compte que finalement, t'es quasiment, voire même t'es le deuxième expert parce qu'il y a un gars en fait qui maîtrise. Moi, je sais que j'ai un réseau aussi de gens qui ont des agences, des trucs, des machins, et des personnes qui, avant de les rencontrer, je me dis waouh, il a 80 employés, il fait 10 millions de chiffre d'affaires, il fait ci, il fait ça, trop fort, trop content de faire un partenariat ou un co-branding, un co-projet avec eux. On va apprendre trop de trucs. Et là, désillusion totale. C'est-à-dire que je regarde les brochures. Elle est nulle. Enfin, moi, je l'aime. Elle est plate, tu vois. Le discours de vente, je suis pas impressionné. Et après, la délivrabilité, quand je vois, par exemple, nous, on est, je sais pas, à $125 de l'heure. Eux, ils sont à 150. Tarif horaire qui veut rien dire parce que qu'est-ce que tu fais en 1 heure? On s'entend. Mais je vois qu'ils vont charger 3-4 fois le prix que nous on charge. Ce qui fait que moi, pour faire le même chiffre d'affaires, je dois faire 3-4 fois plus de travail. Et donc, je suis extrêmement impatient de voir le résultat pour me dire, rien que le fait de travailler avec eux, je vais apprendre trop de trucs puis je vais upgrader. Et en fait, à la fin, non seulement j'ai vraiment pas appris grand chose, mais je me dis, ah ouais. Et donc là, ma question, j'en ai 2 principales. C'est comment ils font pour vendre leurs produits à ce prix-là? Et surtout, comment se fait-il qu'il ne se soit pas fait démasquer avant? Parce qu'on est dans l'industrie, toi et moi, du digital, du service. On en a discuté un petit peu rapidement, justement, voilà, les agences et tout, machin. C'est quoi ton point de vue, toi, justement, à ce niveau-là? Parce que tu vois très bien de quoi je parle. Je dirais 2 choses, puis j'ai pas une science infuse là-dessus. Je pense pas que j'ai... Mais la première réponse qui m'est venue en tête, c'est je le sais pas. Mais je pense qu'il y a 2... C'est humble. Non, mais je pense qu'il y a 2 choses. La première, c'est le réseau de contacts, ça aide aussi, puis l'espèce de halo que quelqu'un peut avoir parce qu'il a aidé une personne il y a 10 ans, puis ça a super bien été, puis il a bâti là-dessus. Donc, l'espèce de branding personnel qui peut être construit autour de ça. Puis je dirais que la deuxième portion, l'idée m'échappe, excuse-moi. La question, en fait, enfin, le point, c'était effectivement comment ça se fait qu'ils se font pas démasquer. Parce que là, ce que tu dis, il a un personal branding, il a une aura, il a une réputation, il a machin. Ok, ça, c'est ce qui va permettre de se faire remarquer et potentiellement qu'on lui donne encore sa chance. Mais à la fin, il faut quand même livrer. Ah, absolument. Tu vois, quand tu vends un site mais même à 20 000, on s'en fiche. Il y a une attente derrière. Faut que ça, et en plus, souvent, malheureusement, le prix, donc un site à 20 000 pourrait être vendu 40 en réalité, pour la même chose. Il n'y a pas c'est difficile c'est pas comme un téléphone où, tu sais, il y a un marketing, on sait qu'on attend telle spécificité et puis on est prêt à payer tel prix. Dans le service, c'est beaucoup plus difficile. Mais le client, en plus, peut avoir des attentes. C'est-à-dire combien de fois on a eu des clients qui avaient des attentes d'un site à 40 000 alors qu'ils en avaient que 15 et qu'il faut leur dire, attendez, vous avez payé 15 000. Tu vois? Absolument. Et donc, faut délivrer à un moment. C'est ça mon point. Puis l'idée, mon idée me revient, c'est que je pense aussi qu'il y a des gens qui se vendent extrêmement bien, qui ont cette prestance-là, cette confiance-là de repitcher la même chose, sachant que le projet d'avant a mal été, puis
face à cette expertise-là perçue, les clients ne vont pas faire leur due diligence. Alors, ils peuvent se faufiler pendant plusieurs années. Okay. Est-ce qu'à long terme, ils finissent par se faire démasquer? Je pense que oui. Je pense qu'à un moment donné, ça frappe un mur, ça, puis tu perds ta crédibilité. Et c'est là que ça devient beaucoup plus difficile. Mais je pense que surtout dans le numérique, ça avance tellement vite, ça bouge tellement, surtout dans une période depuis la pandémie où tout le monde entame une transformation numérique d'une façon ou de l'autre. C'est facile pour des gens de se faufiler à travers ça, puis de pas paraître avant très longtemps que finalement, c'était une charade, c'était pas vrai, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on a, que ce soit au Québec ou n'importe où, c'est le paradis des imposteurs. Parce que à tous les niveaux, hein. Ouais, à tous les niveaux, c'est clair. C'est-à-dire que au final, tu prends plus le meilleur, tu prends le moins pire. Et justement, ma question c'est, j'en parlais justement avec Eugénie, on parlait rien à voir, mais on parlait du télétravail. Bon, bref, on va pouvoir en rediscuter. Mais en gros, il y a de plus en plus d'entreprises qui commencent à rappeler leurs gens. Ouais. Puis bon, un article où j'ai cliqué, finalement rien à voir, mais tu sais que la fondatrice de Juliette et Chocolat, elle a mis pas la clé sous la porte, mais en tout cas, elle a fermé tous ses magasins physiques. Ce qui pour moi est un véritable drame. Parce que mon fils adore aller manger là-bas. Mais bon, on peut toujours acheter en ligne, mais c'est plus la même expérience. T'as plus les banquettes avec la tablette de chocolat mordue. L'expérience, c'était sympa. Ça sent le caramel. C'est cool, surtout en hiver quand tu vas à Berry-UQAM ou même sur Saint-Denis et que tu vas dans le truc, c'était assez réconfortant. Bref. Et donc, elle expliquait, bon, que ça avait été aussi en partie à cause du télétravail. Donc, je pense pas que elle, de toute façon, ces gens, ils télétravaillaient pas, mais vu qu'il y a plus de gens en télétravail, ils vont moins manger dans le boutique. Donc, ça a flingué un peu le commerce local. Mais pour revenir, si tu veux, à ce que je disais avec Eugénie, je disais, le télétravail, nous, on est hybride. Donc, ça veut dire qu'en gros, bon, tu viens pas, on s'en fout un peu du moment que tu fais ton travail. Mais je disais, ouais, mais nous, on est que 35. Mm-hmm. Je dis, quand tu commences à être 50, 100, 200, 300, 400, là, c'est compliqué parce que tu te retrouves potentiellement avec des syndicats, tu te retrouves avec des gens. Tu sais, quand t'es 500, tu peux, pas systématiquement, mais tu peux devenir une entreprise de planqués. C'est-à-dire des gens qui viennent, mais un peu comme demain, moi j'ai des anciens employés qui sont allés chez Desjardins juste avant de faire leurs enfants. C'était le but, où ils sont allés au Page Jaune parce qu'ils se sont dit, bon, on va me foutre la paix. Et là, je me disais, attention, je dis pas que ces entreprises-là sont pas bonnes ou quoi, hein, mais on s'entend, quand tu vas dans une grosse boîte, il y a un profil. Toi, là, t'es passé de start-up à grosse boîte quand même. Ouais, absolument. Et donc c'est cool, c'est success story. On va parler des embûches quand même parce que je pense que c'est important, sinon c'est nul. Mais c'est quoi le décalage d'un point de vue gestion des ressources humaines entre vous aviez 4 pointes de pizza, 3 bières, on se fend la gueule, puis on travaille jusqu'à pas d'heure, on met la musique à fond. Puis là on est chez Logian, entreprise qui était quand même là bien avant que limite on avait encore du lait maternel au bord des lèvres. Toi là tu te retrouves à des postes quand même de direction, un groupe de 500 personnes, c'est quand même une sacrée différence d'un point de vue mentalité. Puis souvent nous les start-upers, on va avoir tendance pour attirer les talents à dire oui mais tu vois chez nous t'es pas un pion, chez nous t'as un impact, etc. machin. Et là toi finalement tu te retrouves à la tête d'un groupe de 500 personnes. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à cette différence de culture et cette transition que tu as vécue? À 35 personnes, il y a une proximité. Ouais. Il y a un plafond de vide qui n'a pas été défoncé encore où tu connais tout le monde, tu connais leur famille, t'es allé prendre un verre avec eux autres. Il y a cette proximité-là que des gens recherchent aussi puis ils veulent travailler pour un groupe de 25, 30, 35 personnes justement pour avoir cette proximité-là. Il se casse à combien? Juste ma question, ce plafond de verre selon toi, 50, 100? Du moment que comme entrepreneur, il y a des gens qui sont embauchés que tu ne rencontres pas, que tu ne connais pas nécessairement. Je dirais que ça va être différent d'une personne à l'autre. Ça peut être 25 du coup. Ça peut être 25. Si comme entrepreneur, tu es déjà loin quand même, où tu es tout le temps à l'extérieur du bureau, puis tu es juste axé peut-être sur le développement des affaires, puis il y a quelqu'un qui gère le bureau, puis finalement, à 25 personnes, tu ne les connais pas, ben on perd un peu cette proximité-là. Par contre, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui leur offre une marque. Puis c'est le point que je veux amener, c'est que ce que le gens faisait de bien, je crois, c'est qu'on est quand même classé en unité d'affaires. Puis j'aime pas le terme unité d'affaires, là, on est en train de changer ça aussi, mais la notion de plus petite équipe. Ouais, en équipe spécialisée. Exact. Et ce qu'on réalise, c'est que les gens créent leur propre
club social à l'intérieur de cette équipe spécialisée-là. Ouais. Ils vont prendre des bières ensemble. Ils sont très proches de leur directeur de pratique à eux directement. Donc, il y a des bons côtés à avoir cette espèce d'approche-là en équipe comme ça. Par contre, ce que ça crée chez le gens, puis ce que ça crée ailleurs aussi, c'est que on protège notre business unit. Ouais. Alors là, on se ramasse à être une espèce d'entreprise de 350 personnes, que finalement, c'est 6 entreprises, puis surtout qu'il y a eu beaucoup de fusions-acquisitions à travers ça, qui ont de la difficulté à briser les silos. Oui. Donc, on défend notre « Ah non, c'était correct, c'est votre faute à vous ». Puis c'est ça. Puis personne n'est mal intentionné à travers ça, mais ça crée ça aussi. Ouais. Alors, la proximité, c'est comme si l'entrepreneur, finalement, ou c'est un intrapreneur, puis c'est le leader de pratique de son équipe de 25-30 personnes, 18, 20-30 personnes chez Logient, ça ressemble à ça. Et moi, j'ai l'impression, effectivement, que le rôle que j'ai pris, je me suis éloigné beaucoup de ça. Mon équipe directe, c'est l'équipe exécutive, c'est l'équipe de direction, puis l'information circule beaucoup moins fluidement qu'avant. Donc, quand il y avait un enjeu avant directement d'un client ou d'une personne dans l'équipe, j'allais être impliqué. Mon partner allait être impliqué inévitablement. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de choses qui se passent et on a moins accès à cette information-là. Puis je réalise que comme passer de 30-35 à 350, je m'ennuie de l'information. Je m'ennuie d'avoir accès à cette information-là quand elle arrive, puis pas de savoir après parce que j'ai lu un débrief d'entrevue de départ, puis OK, on aurait pu agir là-dessus. Puis là, je suis un peu déçu, j'aurais pu agir là-dessus, mais je peux pas agir là-dessus. Tu peux pas micromanager. C'est impossible. Ben oui, c'est clair. Alors, de faire cette transition-là, je dirais que ce qui a été difficile pour moi dans les 6 à 8 derniers mois, c'était surtout ça. Donc, le manque d'information, le savoir après les faits, pas avoir toute l'information, puis de savoir qu'il y a du monde qui était potentiellement, entre guillemets, malheureux ou qui était dans une situation X puis que j'ai pas pu contribuer au bon moment, alors qu'il y a 30 personnes. Ouais. Si quelqu'un est malheureux, il est en silo vers toi, il va venir te voir, puis on va en jaser. Puis si ça fonctionne pas, regarde, ça fonctionne pas. Mais aujourd'hui, j'ai pas accès à ça du tout. Je suis pas au courant. Mais il y a ton statut aussi, c'est-à-dire que avant, tu étais un des cofondateurs, mais bon, tu manges avec tes équipes, tu fais les 5 à 7, etc. Sauf que quand ensuite la personne elle débarque chez Logient, qu'elle voit dans l'organigramme que toi tu es tout en haut, bah même si on est au Québec et qu'il y a un côté un peu plus proche, il y a une proximité quand même, on se tutoie tous, etc. N'empêche que tu vas pas aller voir, on va pas débarquer dans ton bureau pour t'expliquer que il y a telle affaire qui va pas parce qu'il y a t'es un des boss. Donc finalement, tu te retrouves isolé, même quand tu vas dans un 5 à 7 ou autre, bah t'as envie d'aller vers le stagiaire, vers le truc, le machin, mais l'autre il peut se dire attention, je suis en train de parler à un des dirigeants, les gens voient qu'il est ou elle est en train de parler avec un des dirigeants. Et ce qui est fou, c'est que moi, je le vis déjà, même à 30-35 personnes en réalité, avec des stagiaires ou des personnes qui sont plus introverties. Et je me dis, mais en fait, c'est parce que là, je suis plus le dirigeant là en fait. Je suis juste Max, puis c'est ok. On a plus ou moins le même âge, puis on a certainement des centres d'intérêt. Non, tu restes le dirigeant, quoi qu'il arrive. Est-ce que toi, justement, je pense que oui, tu as vécu ce truc-là. Et c'était aussi ça une de mes questions, c'est finalement comment tu vis cette espèce de entre guillemets de solitude du manager, c'est-à-dire que tu peux faire ce que tu veux. La partie de baby-foot, quand t'es là, elle est pas pareille que quand t'es pas là. La partie de Mario Kart, c'est pas pareil, tu vois. Comment tu vis ce truc-là? Parce que tu restes jeune, on a le même âge, toi et moi, et tu te retrouves avec des gens qui ont peut-être 10 ans de plus que toi, 15 ans de plus que toi. Tu te retrouves à gérer des gens qui sont peut-être même plus vieux que toi ou autre. Comment tu gères ce truc-là? C'est une excellente question. Puis t'as dit le mot organigramme insinue qu'il y a une hiérarchie. Ouais. À 30-35, je sentais pas qu'il y avait cette hiérarchie-là. Je sentais que j'étais assis avec mes collègues. On était puis moi, je voulais être dans l'open space aussi. Je voulais pas avoir mon propre bureau. Je savais que j'allais me promener d'un bureau à l'autre. Puis même avant la pandémie, c'était ça un peu mon mindset. Puis de pouvoir aussi avoir des discours. J'ai des gens qui venaient me voir pour toutes sortes de raisons, mais au moins ils venaient me voir parce qu'ils sentaient qu'on avait cette proximité-là, puis on avait un âge similaire effectivement. Je dirais qu'aujourd'hui, à cause d'un organigramme, chose qu'on n'avait pas nécessairement avant. Oui, j'avais un rôle de président, mon partenaire avait un rôle de DG, mais tu n'as pas beaucoup de directeurs qui gèrent des grosses équipes. Tu mets des directeurs pour gérer une personne, pas nécessairement. Donc, l'espèce de pyramide n'a pas l'air très plate, alors qu'aujourd'hui, elle a l'air effectivement beaucoup plus grosse. Puis pour des gens, ils me voient comme c'est 3 étages au-dessus, puis c'est super péjoratif de dire ça. J'aimerais ça avoir des discussions beaucoup plus honnêtes que j'ai en ce moment, mais c'est vrai qu'on sent cette espèce
de murs-là qui s'installent entre des gens à qui j'ai jamais jasé, puis un groupe de 300 quelques personnes. Tu as un rôle de VP stratégie. On a des équipes à Tunis, par exemple. Je vois très mal quelqu'un m'écrire pour dire hey, ça va pas, puis on peut s'en jaser, parce que je les connais pas, puis il n'y a pas cette proximité-là. J'aimerais ça pouvoir le faire, mais réalistement, ça se fait pas vraiment. Alors, faut vraiment se concentrer sur, je veux dire, les gens proches de nous. Pour moi, c'est le comité de direction, puis c'est avec eux que je peux travailler, puis c'est eux qui vont avoir une influence après sur la culture qu'il y a au sein de leur équipe. Oui, parce que tu peux même pas, si tu veux, te rapprocher de certaines personnes hiérarchiquement plus bas, parce que ça pourrait créer une sorte de vision de favoritisme. Peut-être même ça pourrait conduire à l'exclusion de cette personne vis-à-vis de son équipe, parce que ouais, mais toi, on va faire attention parce que tu parles avec le boss. Donc, du coup, en tout cas, voilà, pour mentionner ça, je trouve que c'est important en fait de parler de ce côté-là, parce que lorsque les gens nous voient comme des dirigeants en haut de la pyramide, de la hiérarchie, il y en a beaucoup qui veulent s'asseoir sur ce siège. Mais je pense que c'est important d'expliquer aussi tous les côtés, pour pas parler de bon ou de mauvais côtés, parce que bon et mauvais, c'est subjectif finalement pour les gens. Mais ce côté-là, exclusion, on a tendance à pas trop l'aborder, la solitude du manager, justement, le fait, comme on vient de le dire. Donc, je trouvais ça important. Donc, finalement, ce que tu me dis, c'est, bah ouais, je suis en train de découvrir un peu ça, puis je fais avec. C'est nouveau pour moi. Hein. Exactement. T'es en train d'apprendre ce métier, cette position, on va dire, hiérarchique. On était gestionnaire, Samuel et moi, mon partner cofondateur, on était gestionnaire dans l'organisation, mais gestionnaire dans ce type d'organisation-là versus le géant, c'est deux univers complètement différents. On gère pas du tout de la même façon. Puis là, on comprend ce que ça veut dire gestionnaire. J'ai parti Poudre Noire à 22. Ouais, c'est ça, 22. Puis on dit jusqu'à 32, c'était l'organisation, c'était Poudre Noire. Puis j'avais ce titre-là de président, puis mon associé rôle de DG. On était gestionnaire, puis on était vu comme ça, mais c'est vraiment pas la même chose qu'on fait aujourd'hui. Non, nos rôles ont changé énormément. Mais finalement, t'as passé plus de temps en tant que dirigeant, enfin même t'es toujours dirigeant, que employé. Donc tu t'es fait racheter, c'est ça? Logion vous a racheté ou ça s'est passé comment la fusion? En fait, ça s'est fait en plusieurs étapes. Puis ce qui est très agréable, c'est qu'on a pu tester la relation avant de se marier. Ouais, c'est ça. Donc en 2019, ils ont acheté un premier bloc d'actions de 25% à ce moment-là. Puis c'est resté comme ça pendant une bonne année et demie. Et finalement, on avait un autre partenaire à ce moment-là qui était externe, qui était financier, Pierre, on pourra en reparler parce qu'il nous a donné un bon coup de main là. Donc Pierre qui était là, qui lui finalement pour toutes sortes de raisons devait se faire racheter rapidement. Puis le géant a racheté le reste à ce moment-là. Donc on a comme été en 3 phases et l'année passée, ce qu'on a décidé de faire, le géant était dans une transition, Vincent rachetait son associé et les livres étaient ouverts. On dit les gars, est-ce qu'on se rassoit à la table et on voit est-ce qu'on peut arriver à un deal quelconque pour intégrer Poudre Noire au complet. Puis ce qu'on a décidé de faire pour garder l'aspect entrepreneur, c'était super important pour Samuel et moi, c'était est-ce qu'on peut devenir actionnaire de le géant? Sachant qu'on allait être actionnaire minoritaire, puis on est actionnaire minoritaire si Vincent puis les gens chez Oliva Capital qui ont le géant décident de faire un move pour l'organisation, on est là puis on est assis dans le siège en arrière, on n'a plus les mains sur le volant. Donc ça c'est une nouvelle réalité à apprivoiser aussi, mais on n'a pas on a tout intérêt à ce que le géant fonctionne bien puisqu'on n'a pas je veux dire le terme anglais cash out là, on n'a pas reçu des petits montants, mais le reste c'est des actions de le géant. Donc mais le géant n'est pas coté en bourse. Non. Donc, ça veut dire que même si demain tu voulais vendre tes actions, soit faut que tu trouves un acquéreur à l'interne, soit faut que tu attendes que le géant se fasse racheter. Ben, c'est sûr qu'on a des clauses dans notre convention d'actionnaire qui font en sorte que je pourrais pas dire, hey, Max, veux-tu devenir actionnaire de Logien? Je te vends mes actions. J'ai pas le droit de faire ça. Donc, c'est sûr. Heureusement, imagine. Exact. Non, ça serait un petit peu difficile à gérer. Ouais, c'est ça. Techniquement, eux peuvent me racheter. Sans ton consentement? Ben, sans mon consentement, dans le sens, non, il y a une certaine forme de consentement, okay. Mais techniquement, ils ont le gros bout du bâton. Ils se décident demain matin, écoute, Arnaud, ça ne fonctionne pas du tout, on te rachète. Mais donc, finalement, ça sert à quoi, mis à part, finalement, c'est un incitatif un petit peu de te donner des actions pour le principe, pour que tu sois un peu plus impliqué. Quelle est la valeur symbolique de ça? Officiellement, ce sont des actions votantes, ce qui fait en sorte que, inévitablement, ils n'ont pas le choix de nous au courant. On n'a pas le choix de participer à des conseils d'administration. Alors, on a accès à une information qui est privilégiée que j'aurais pas en tant qu'employé ou que j'aurais pas si j'étais pas actionnaire. Alors, ça me donne cet accès privilégié-là. Puis une des choses dans la transition qu'on a faite avec le géant, je voulais apprendre aussi.
les gens de Logian, en fait Vincent de chez Logian puis ses partenaires chez Oliva Capital qui ont vraiment 80 quelques % des actions de Logian tout et partout sont des gestionnaires, je pense, aguerris. Moi, une de mes faiblesses a toujours été la finance. Eux, c'est 4 gars de finance, je vais dire ça comme ça, 5 gars de finance en fait. Donc, je voulais apprendre de eux. Ouais. Pour moi, il y avait des discours là-dedans que j'avais jamais entendus avant. Ouais. Et là, ça me donne accès à voir comment eux gèrent ça, une boîte comme ça. Ouais, c'est quoi le mindset? Puis d'une perspective qui est plus financière, parce que Oliva Capital, c'est un family office, entre guillemets, ou en tout cas, je veux dire un family office, mais c'est 5 amis de l'université qui ont parti ça ensemble. Et aujourd'hui, ils ont une douzaine d'entreprises. Donc, Cyber Impact, que tu connais peut-être, ils ont Logian, ils ont Inventive, ils sont investis dans Café Saint-Henri. Bref, ils ont toutes sortes d'organisations dans toutes sortes de créneaux différents. Puis inévitablement, eux, ils ont un bureau aussi à Terrebonne, puis ils gèrent leurs entreprises en laissant les gestionnaires gérer l'opérationnel, mais eux sont bien impliqués dans le volet financier, inévitablement, entre autres. Là. Mais tu vois, ces gens-là, enfin moi, c'est typiquement le genre de personnes que j'essaye d'approcher, d'interviewer, parce que quand tu crées ton entreprise tôt, comme c'est ton cas, comme ça a été le cas de Eugénie et moi, bon, c'est cool parce que t'es tout de suite t'es un peu insouciant. T'as pas d'enfants, t'as pas des gros besoins financiers, etc. Donc tu peux beaucoup travailler, etc. Puis t'as de l'énergie. Par contre, tu bénéficies pas forcément d'une connaissance. Enfin, tu sais, t'apprends sur le tard. Constamment. Et tu vois, moi, par exemple, ces gens-là, quand tu m'en parles, je me dis, mais comment ils ont fait? Comment ils ont acquis cette connaissance? Même en lisant beaucoup, comme je le fais, ou en interviewant des gens comme ça, je me dis, mais tu vas la chercher où cette connaissance? Tu vois? Je suis d'accord, mais la réalité, c'est que on peut pas être bon dans tout. Bien sûr, c'est clair. Et eux se sont concentrés sur une portion où je dis pas que c'est pas des bons ce sont des bons stratèges, mais par exemple pour appliquer ça sur des mandats de stratégie demain matin, ils seraient pas en mesure de le faire. Ouais. Donc ils ont besoin quand même d'un coup de main de quelqu'un comme moi. Puis je pense qu'à un certain point, sans prétention, ils voulaient m'avoir comme actionnaire chez Logian, justement pour que j'amène cette expertise-là et que je me sente engagé à amener cette expertise-là. Donc, le volet financier, c'est ils ont étudié là-dedans, ils le maîtrisent parfaitement bien, ils connaissent tout le monde dans les banques à Montréal. Quand ils décident qu'ils ont un nouveau projet, ils sont en mesure de le financer puis de lever de la dette, c'est impressionnant. Je serais pas capable de faire ce travail-là, mais à un certain point, ils sont pas capables de faire le mien non plus. Mais donc alors ça, là, je suis en train de me spécialiser quand même, là. Ça, c'est un secret d'entrepreneur. C'est-à-dire que ce que tu es en train de nous dire là, c'est que les gars, ils se sont spécialisés dans une chose plutôt que d'essayer d'être des couteaux suisses, et ils ont su s'entourer de gens qui font comme eux, c'est-à-dire qui se spécialisent dans une chose. Ils les repèrent, vous discutez, ça fonctionne, et vous vous assemblez finalement. Ça, c'est justement une des choses importantes à préciser pour réussir. Il faut savoir rester focus sur ce que tu sais faire, puis t'allier finalement, plutôt que d'être un couteau suisse, soit un outil dans une boîte à outils avec des bons outils partout, quoi. C'est un petit peu ça absolument. Puis je fais un aparté ou en fait un parallèle par rapport à ça, puis tu le vis probablement aussi. Quand on a parti Poudre Noire, on disait oui à tout. Ça n'a pas été très long. Après 2-3 ans, on a eu des choses qu'on disait, on est vraiment pas bon là-dedans, on va le laisser tomber. On avait commencé à embaucher des gestionnaires de médias sociaux, puis on réalisait, on n'a pas le goût de faire ça, on n'est pas bon là-dedans. Puis même qu'à un certain point, je dirais en 2016-2017, on avait une chance qu'on était 25-26 personnes, puis on se retrouvait à être une petite, grosse agence dans le numérique à ce moment-là, puis on commençait à perdre, on était dans l'angle mort de toutes sortes de boîtes, puis on commençait à être trop gros pour les petits, puis trop petits pour les gros, qui est moi j'appelle ça le no man's land dans les boîtes de services, où je trouve que la transition entre 25 et 50, on 55, vous autres, vous êtes dedans. Je trouve que c'est un désert aride parce qu'il faut vraiment que tu t'appuies ou que tes clients grandissent avec toi. Si tu veux acquérir des nouveaux clients, ça devient extrêmement difficile. Mais bref, tout ça pour dire, ce qu'on a appris dans cette transition-là, c'est qu'on n'était pas bon dans tout. Puis on a commencé à laisser tomber des choses parce qu'on commençait à perdre des mandats, on était éparpillés, on était désinvestis. Puis on a décidé de faire cette transition-là. On disait, non, on est qui, nous, dans le fond? On est des experts en transformation numérique. Parfait, on va aller dans ce créneau-là. Puis c'est ce qui a attiré Logian en 2019 aussi, c'est qu'on avait fait cette transition-là. Il n'y aurait pas acquérir une firme de web pour acquérir une firme de web, c'était pas nécessairement leur objectif principal, alors d'arriver avec cette expertise-là. Moi, ça m'a fait réaliser qu'il fallait que je continue à me spécialiser. Puis dans la vie, on utilise le mot gestionnaire. La réalité, c'est que je suis pas sûr que je suis un très bon gestionnaire. Puis je suis pas sûr que j'aime ça non plus tant que ça d'être day-to-day juste dans un rôle de gestion. Moi, ce qui me faisait triper, c'était d'être impliqué dans les mandats, de résoudre des enjeux complexes, que ce soit pour la firme ou que ce soit pour des clients.
Puis je voyais cette transition-là avec Logien de me permettre de faire ça à temps plein finalement. Là. Ouais, ok. De ça dans quoi j'étais bon, puis j'étais spécialisé, puis laisser tomber les autres trucs que j'avais l'impression d'improviser puis d'être fake it until you make it. Mais ça, tu peux traîner ça toute ta vie. J'étais pas amoureux des finances, je suis pas amoureux de la comptabilité. C'est primordial, c'est critique, puis je le vois avec mes nouveaux associés, comment ils gèrent ça, puis j'apprends énormément, mais quelqu'un m'a envoyé un fichier Excel de données financières, je roulais des yeux un petit peu en disant « j'ai hâte que ce meeting-là soit fini ». C'était ça ma réalité. Ben oui. Mais c'est important de le mentionner. Puis d'ailleurs, on en parle dans le balado avec Alexandre Vézina, justement, c'est une des choses qu'on aborde. C'est quand tu es entrepreneur, admettons, tu aimes faire des pâtisseries. Donc voilà, t'es pâtissier, puis demain tu décides d'ouvrir ta pâtisserie ou plusieurs pâtisseries. Mais tu n'es plus pâtissier. C'est-à-dire que tu vas en faire de moins en moins. Tu vas te retrouver à faire du développement. T'es un gestionnaire. T'es un gestionnaire d'immeuble, en fait. Ouais, exactement. Et ça, il y a beaucoup de gens, effectivement, qui le comprennent pas. Il y en a aussi beaucoup qui, du coup, ne développent pas leur entreprise à cause de ça parce qu'ils ont conscience qu'ils ne le feront plus. Ouais. Mais, et puis, en réalité, tu peux toujours continuer à le faire. C'est juste qu'il faut mettre quelqu'un, et là, on va utiliser un terme, au-dessus de toi pour diriger. Et ça peut être super difficile parce que mais à la base, c'est toi le dirigeant. Il y a une espèce de vision le dirigeant, c'est celui qui est au-dessus, donc il est meilleur, il est plus important, etc. L'entrepreneur qui, lui, veut continuer à être dans la prod, la problématique, en fait, c'est que demain, tu fais des sites web, n'importe quoi, ou des stratégies digitales, puis à l'époque, quand tu le faisais, aujourd'hui, si tu devais te remplacer, la personne, elle coûterait entre 50 et 100 000 $. Sauf qu'aujourd'hui, tu es payé 300. Puis tu fais encore des stratégies digitales. Certes, elles sont super. Mais ton rapport qualité-prix, il s'est effondré. Parce que tu coûtes trop cher maintenant. Donc il y a cette espèce de problématique entre, il y a ce que j'aime faire. Par exemple, moi, mettons, je suis un des fondateurs de My Little Big Web et je fais des balados, je fais des vidéos YouTube, etc. Mettons, il y a un coût relié à cette vidéo. Si demain, je mets un de mes employés pour faire le coût de la vidéo va être beaucoup plus faible si on regarde nos deux salaires. Après, c'est différent parce que je représente aussi l'agence, etc. Mais il y a cet aspect finance, justement, de toujours, tu restes toi, tu montes en compétences, ton salaire, il augmente. Il y a des choses que tu peux plus vraiment faire si tu veux rester dans un principe de rentabilité qui vont être beaucoup plus difficiles. Mais il y a aussi ce qui, toi, t'intéresse parce que est-ce que on est mieux de me laisser faire ça, même si c'est moins rentable, mais au moins je viens tous les jours au bureau, ou vous me faites faire quelque chose de beaucoup plus rentable, mais dans 6 mois, je vous dis que j'arrête. Ouais, c'est ça, je t'amène. Tu vois? C'est comme si on avait été enseigné par le capitalisme que faut toujours monter dans la hiérarchie puis il faut devenir un gestionnaire. C'est ça mon point. Et j'ai l'impression que dans la carrière de beaucoup de gens, c'est je monte dans la hiérarchie jusqu'à temps que je sois pas assez compétent, que je me fasse mettre dehors. Le syndrome de Peter, c'est ça, c'est que tu montes jusqu'à ce que tu atteignes ton niveau d'incompétence. Exact. Et on le voit dans je savais pas que ça s'appelait comme ça, c'est intéressant, j'ai réfléchi un coup d'œil, mais on le voit beaucoup en TI où des excellents programmeurs, on se dit tiens donc ce sont d'excellents programmeurs, on devrait les mettre comme gestionnaires d'équipe. Comme professeur. C'est là que ça devient extrêmement difficile. Ils n'ont pas été formés pour ça. Ils n'ont peut-être pas le sens de la compassion, de l'empathie qui est nécessaire pour être gestionnaire aujourd'hui. Alors, ils se retrouvent dans une situation où on les a pas aidés. En fait, on les a nuits. Et puis, comment tu fais? Parce que là, tu te retrouves avec une personne où tu te dis, il est très bon dans ce qu'il fait, mais il est vraiment pas bon en management, et donc c'est plus un excellent ingénieur. Le problème, c'est que cette personne-là s'est retrouvée à un poste de direction, entre guillemets, et quelque part, donc, il y a un statut qui va derrière. Et le fait de lui faire comprendre que, écoute, on aimerait te garder, mais aujourd'hui, tu as un salaire de dirigeant, mais tu diriges pas. Tu es juste un excellent producteur, tu produis très bien, mais tu diriges pas. Comment tu fais dans ces cas-là? Parce que finalement, ce qui risque d'arriver, c'est juste un départ, quoi. Parce que la personne, elle pourrait avoir l'impression de se faire rétrograder. Exact. Mais je pense qu'une fois que cette erreur-là est faite, la personne le voit comme un échec. C'est très difficile de revenir en arrière au sein de la même organisation. C'est très difficile de dire à quelqu'un que t'as promu, qui tout d'un coup avait 8 employés, de dire finalement... tu vas te retrouver limite parmi les 8 employés. Tu vas te retrouver, puis on va nommer quelqu'un d'autre. On va embaucher de l'externe parce que, donc c'est inévitablement pour l'humain, c'est un échec. Alors, cette personne-là va se désengager, va probablement quitter, à moins vraiment qu'il s'en rende compte, c'est lui qui amène le sujet, dit j'adore l'entreprise et tout ça, dans certaines rares exceptions, mais par expérience ou ce que j'ai vu, autant chez nous que chez des clients, c'est des gens qui finissent par quitter. Ben oui. Puis c'est plat. Alors, je pense que l'approche, pour moi, il y a comme 2 tracks pour une carrière de devenir un subject matter expert, donc de quelqu'un qui est la meilleure personne sur tel sujet, de dire que dans la vie, tu veux pas être président de quelque chose, tu veux être la meilleure personne sur tel sujet vraiment précis,
ou bien tu veux monter comme gestionnaire en disant qu'un jour tu vas, peu importe ce que tu vises, VP, directeur, présidente, que tu vas devenir ça. Mais l'autre track est très légitime aussi. Puis moi, je me questionne un petit peu à la traversée des chemins où en ce moment, je suis retourné à l'école, j'enseigne, je veux être le meilleur dans un sujet précis. Ouais. C'est ça qui me fait triper aujourd'hui, c'est pas de devenir, j'ai eu le titre de président, puis quand j'étais jeune, je lunchais avec mes amis, un jour je vais être président de quelque chose, j'ai réalisé que c'est un statut mais qui veut rien dire. Qui veut rien dire, finalement. Oui. Mais là, on parle d'ego, on parle aussi de formatage de la société. Tu vois, encore une fois, je vais reprendre une anecdote personnelle, mais je discutais de ça avant-hier avec Eugénie et on était en train de discuter du fait que il y a beaucoup de couples où, par exemple, l'homme ou la femme, dépendamment, va gagner beaucoup plus d'argent que l'autre, voire même c'est lui qui ramène la majorité. Et donc on va dire que le conjoint qui reste à la maison entre guillemets, qui s'occupe de la maison, qui s'occupe des enfants, qui s'occupe de la bouffe, bref, de tout ce qui est quand même essentiel. L'enfant est malade, il va l'amener chez le médecin rapidement parce qu'il peut pas attendre. Donc, selon moi, c'est ce qui fait que le foyer il tient. Il va avoir moins de reconnaissance parce que faire le linge, faire la nourriture, etc., ça a peu de valeur finalement par rapport à l'autre qui ramène 150 000 dans le foyer, qui va avoir de fait une vue sur toutes les dépenses. Donc, si madame ou monsieur veut s'acheter des chaussures ou partir en vacances, ou l'autre a un droit de regard, donc ça biaise complètement la relation parce que ça veut dire que clairement, ils sont pas du tout sur un même pied d'égalité. Et je me posais la question justement, je disais mais pourquoi les femmes ou les hommes qui éduquent mes enfants au CPE sont payés 35 000 $ par an, pendant que d'autres qui tapent derrière un ordinateur sur des trucs un peu fictifs sont payés 100, 200, 300. Pourquoi le président c'est le président, mais attends, le gars c'est un être humain comme tout le monde, si tu veux. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce que je pense que ça crée énormément de déception, de frustration et de mal-être parce que les gens vont avoir tendance à viser ces postes-là, donc les postes de direction, gagner beaucoup d'argent. Évidemment, quand tu es dans une Tesla, tu es plus heureux que si tu es dans une Toyota, c'est bien logique. Évidemment que si tu vas à Cancun pour les fêtes, tu es bien plus heureux que si tu es au chalet avec les êtres chers, c'est bien logique. Et donc en fait, c'est aussi un des secrets d'entrepreneurs, entre guillemets, que j'essaye de transmettre, c'est de dire attention au mirage, attention aux fantasmes de quand j'aurai atteint ce poste ou ce niveau hiérarchique ou ce niveau financier, je me sentirai comme ça. La plupart du temps, c'est faux. En tout cas, moi, c'est ce que je peux dire. Une carotte au bout d'un bâton. Sauf que la carotte, tu l'atteins pas, en fait. C'est que, jamais. Et même si tu la prends, elle a pas le goût que tu pensais. Non. Et c'est pour ça aussi que je fais venir les invités pour parler de ces choses-là, parce que ce qui m'intéresse, c'est de me dire, voilà, tu vois, toi, t'as 35 ans. 33, là. 33 ans, et t'as réfléchi. Je crois que je fais 33. Ouais. On va dire 33. On va dire 28. Comme ça. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, t'as eu ton entreprise, tu l'as cédée, t'es dans un grand groupe, tu représentes, selon des critères capitalistiques, on va dire, la réussite sur certains aspects. D'autres vont dire, ouais, mais il a pas d'enfant, ouais, mais il a pas ci, ou il a pas ça. C'est pour ça que je dis que c'est subjectif et que ce sont des critères précis. Je te questionne justement là-dessus pour montrer à notre audience, attention les gars, c'est pas si rose, c'est cool, évidemment que c'est cool, on va pas faire les hypocrites, c'est cool d'avoir de l'argent, c'est cool de pouvoir se payer ce qu'on veut, et c'est cool d'avoir aussi l'estime de ses collègues parce que t'es en haut, etc. Bien sûr, mais attention, c'est pas tout rose tout le temps. Et si ça m'amène d'ailleurs à mon autre question, quelles sont les choses que t'as découvertes avec ta nouvelle vie, ton nouveau statut, où tu t'es dit ah ouais, je pensais pas que c'était comme ça. Je parle de choses un peu plus négatives entre guillemets parce que tu peux nous dire c'est trop bien parce qu'aujourd'hui j'ai tel privilège et c'est cool, évidemment tu peux nous le dire. Mais moi ce qui m'intéresse c'est les choses dont on parle pas trop en fait justement. Je veux juste réagir. Oui, oui, je vais t'en parler. Oui, je vais t'en parler. Je veux juste revenir, juste avant, puis c'est une question super intéressante, juste revenir sur un des points que tu viens de dire, puis par rapport au choix de société qu'on a fait, puis qui va m'amener à parler de la pression qu'on vas-y. Mais on a décidé comme société que, par exemple, éduquer un enfant, c'était une commodité.
Donc, on a décidé que ça allait être gouvernementalisé, là, si je peux me permettre le terme, et Ouais, que c'est vrai. ces personnes-là vont gagner selon une charte un salaire X. Ouais. Si on devait regarder ça d'un point de vue purement capitaliste, puis dire que ça vaut combien dans l'économie aujourd'hui éduquer un enfant comme il faut, Ben ouais. les profs seraient les gens qui gagneraient le plus. Mais Puis c'est clair. probablement eux qui le mériteraient le plus. Aujourd'hui, si tu es un prof avec l'inflation puis ton salaire suit pas, je sais pas comment ils font même pour acheter des maisons dans l'économie actuelle. Un jeune prof qui enseigne au primaire, alors que c'est le travail le plus noble qui existe sur le marché présentement. Professeur, Mais c'est une commodité, c'est vu comme une commodité. Ouais. Étrangement, il y a comme un gap qui s'est créé. On n'a plus de profs, mais by the way, c'est encore une commodité. Alors versus que, à l'inverse, j'ai l'impression que toi et moi, il y a de plus en plus de gens qui veulent devenir ça. C'est de plus en plus en train de devenir une commodité, mais pourtant, c'est vu comme l'inverse, qu'on n'est pas vu comme une commodité, même qu'on est récompensé avec le gros salaire, puis on est récompensé aussi par l'espèce de prestance qu'on a eux font tout sauf la commodité, et les autres, c'est des super spécialisés, sont tellement bons, sont l'espèce de halo qui vient autour de ça, alors que il y a des profs qui sont excellents aussi, on leur donne pas cette même reconnaissance-là juste parce qu'on a décidé comme société que ça, c'était une commodité, puis je trouve ça déplorable. Ben, moi aussi, mais c'est bien je suis content qu'on partage cette même valeur, et c'est pour ça aussi que j'en profite d'en parler, même sur la chaîne YouTube, alors que c'est une chaîne professionnelle, parce qu'en réalité, moi, c'est quelque chose qui m'affecte énormément. C'est-à-dire que, tous les matins, quand je dépose mes fils à la garderie, je fais le tour de toutes les classes. Je commence par les cuisines, et je fais toutes les classes depuis tous les matins. Pourquoi? Parce que un jour, je suis arrivé à la garderie et il y avait donc les éducatrices, certaines portaient un chandail avec écrit « Valoriser ma profession ». Et personnellement, je l'ai pris pour moi. Alors, ça m'était peut-être pas, on va dire destiné, mais d'un autre côté, si c'était destiné au gouvernement, il n'y avait pas le gouvernement dans le Il n'était pas là, le gouvernement? Non, il était pas là. Donc, je me suis dit, écoutez, je le prends pour moi. Et donc, je me suis posé la question, comment je pourrais valoriser leur profession? Et déjà, je peux peut-être commencer par aller dire bonjour. C'est la base. Déjà, commence par dire bonjour. Donc, je fais toutes les classes, je dis bonjour, les gens, bonjour. Bon, au début, tu te demandes si la personne, elle s'est trompée de classe. Sauf que le lendemain, je continue. Le surlendemain, je continue. Et je fais ça pendant, ça fait maintenant 3 ans que je fais ça. Donc, forcément, après, les gens commencent à jaser. Ah, le papa de Noah et Léo, il fait toutes les... Elle parle entre elles comme si j'étais pas là. Je suis juste à côté. Salut. Il est très gentil, il dit bonjour à tout le monde et tous les matins. Et il tient la porte. Et en plus, à Thanksgiving, il ramène du gâteau. Et en plus, je fais encore mieux maintenant, à Noël, je ramène des cartes cadeaux Amazon de $50 dans des petits coffrets que Amazon propose et je les file aux éducatrices. T'as pas idée. La tête qu'elles font quand je leur ramène leur petite carte cadeau Amazon, la grosse tarte Costco, j'en achète 2 et ça me coûte, ça me coûte peut-être un budget de $500. Mais honnêtement, les nanas là, c'est grâce à elles que moi je peux aller faire du business serein. Que mes fils, ils sont super contents, j'ai les petites photos sur mon téléphone, etc. Ils sont contents d'aller à l'école, elles les éduquent, elles ne font pas que les occuper. Et ça a une valeur énorme parce que si mon enfant, je le dépose à la garderie et qu'il pleure et qu'il est en souffrance, je suis en souffrance, je vais y penser toute la journée et je ne vais clairement pas pouvoir être heureux. C'est évident, ça va me déchirer. Et quand je vois certains parents qui prennent leur enfant, qui le pitchent d'eux-mêmes et qui disent ni merci, ni bonsoir, on part, je trouve ça effectivement déplorable. Et je pense que c'est important qu'on prenne le temps, surtout nous deux en tant qu'hommes, de mentionner ça, que l'éducation des enfants est sous-évaluée en termes de valeur, que ce soit les conjointes qui restent à la maison, les éducatrices, les professeurs, ou tous ceux qui sont aux soins à la personne ou au service de la personne. Effectivement, je trouve que toi et moi, notre catégorie, on est beaucoup trop payé par rapport à ce qu'on fait. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bon, mais c'est disproportionné. Quand je vois qu'une éducatrice est payée 35 000 et que peut-être toi et moi, on est payé 350, c'est n'importe quoi. Et donc voilà, en tout cas, je trouve ça intéressant en fait d'en parler, de le mentionner parce que quand tu auras des enfants, tu vas assister à ça, toi aussi. Absolument. Dis-toi une chose, commence par dire bonjour. Avant de faire des chèques cadeaux Amazon ou des tartes, commence par dire bonjour. Dis bonjour au dépanneur. Parce que si demain, le dépanneur, il est plus là, tu peux plus être dépanné. Tu vois? Moi, je dis bonjour à tout le monde.
Je rentre dans le dépanneur ce matin. Dernière anecdote, après on va parler d'autre chose. Je rentre dans le dépanneur ce matin. Et je dis bonjour évidemment à la dame. Elle me connaît puisque je lui fais tout le temps des bonjours avec un sourire jusqu'aux oreilles. Donc déjà, elle était comme ça. Donc j'arrive avec ma voiture, elle était comme ça. Elle m'a vu. Ben, c'est déjà rien que ça. C'est trop bien. Et donc je rentre dedans. Il y a un monsieur qui arrive, donc il était client, et je lui dis bonjour. Et il me dit ah mais je travaille pas ici. Ben je dis non mais t'es un être humain, moi aussi. Puis nos regards se sont croisés, donc je te dis bonjour. Là, le gars, il change littéralement, gros sourire, ah bah bonjour. Et tu vois, c'est des choses qui se perdent, mais si ça se trouve, ce gars-là, j'en sais rien, mais ça se trouve, je lui ai un peu embelli sa journée par cet acte-là d'inconnu à inconnu qui se recroiseront jamais, tu vois. Je trouve que c'est des choses qui sont importantes de mentionner parce qu'on a tendance à être dans notre truc au quotidien et on fait pas attention. On tient pour acquis. Ouais, exactement. On tient pour acquis ce genre de choses. Et alors que à la fin, mais un bonjour, tu sais, comme quand tu dis bonjour à quelqu'un et qu'il te répond pas. Mais moi, ça vient me chercher et je regrette de lui avoir dit bonjour. Tu lui as donné quelque chose. Ouais, je me sens pas respecté. Je fais, mais pourquoi Et je me dis, qu'est-ce que je fais? Je rentre dedans? Moi, évidemment, je rentre pas dedans, mais ça vient me chercher. Mais je me dis, je vais continuer à dire bonjour. Il gagnera pas. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il m'a pas répondu que je vais arrêter de dire bonjour aux gens, que je vais arrêter de donner gratuitement ce genre de choses, tu vois? Ouais. Donc bref, en tout cas, je trouvais ça important. Du coup, je t'avais posé une question à la base. Oui. Ah ben. Ta question, c'était les bouts peut-être plus difficiles. Ouais, les côtés un peu plus sombres, ou les côtés un peu que tu dis, ah ouais, ça, pour le coup, c'est pas ça qui ferait que j'arrêterais ce que je fais. Mais je pense important de le mentionner. J'ai réalisé, en fait, il y a plusieurs facettes à ta question, puis c'est quelque chose auquel j'ai réfléchi beaucoup, inévitablement, pour garder une saine santé à travers tout ça. Je voulais être entrepreneur, je voulais ne pas avoir de patron, mais ne pas avoir de patron vient avec toutes sortes de pressions que tu comprends peut-être moins, tu te fais une image de quelque chose, puis finalement, c'est pas tout à fait ça qui se passe. Et à 22 ans, t'as pas le coffre à outils pour gérer ta santé mentale comme il faut, gérer ta santé physique. Puis j'ai réalisé, en fait, ça m'a pris du temps de réaliser, mais dans les premières années, vu que j'avais cette espèce de syndrome de l'imposteur-là pour réaliser finalement que là, je venais de prendre la job de 6 personnes puis il fallait que je la fasse moi-même, ton cerveau roule tout le temps. Tout le temps. Puis c'est comme un disque dur là qui n'arrête jamais. Ben un jour, il va finir par surchauffer. Puis une fois qu'il surchauffe, ben faut le réparer, faut l'adresser. Donc ça a été, pour moi, il y a eu comme deux moments critiques où dans ma vie personnelle, je trouvais ça plus difficile. Il y a une fois à 26 où avec du recul, j'ai fait une dépression, mais vu que j'étais un homme fort et j'allais tout régler moi-même, puis j'avais pas été super bien accompagné au niveau médical non plus pour toutes sortes de raisons. Et je m'en suis sorti moi-même, mais j'ai refait la même chose à 30 ans, puis à 30 ans, là, j'ai réalisé comme je ne pas être capable de gérer ça moi-même, puis en fait, j'aurais pas dû gérer moi-même 4 ans plus tôt aussi, parce que je traîne ce poids-là depuis 4 ans. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et c'est là que j'ai vraiment été accompagné par des psychologues. J'ai décidé de prendre d'essayer de la médication aussi. Puis ça m'a amené une toute autre perspective sur la vie, sur ce que je faisais, et ça m'a aidé à, je pense, avoir des meilleures habitudes pour le reste de mon existence aussi, parce que la façon dont je vois une dépression, là, c'est comme si tu te rapprochais très, très, très proche d'une falaise. Ouais. Tant que tu te recules au bon moment, il n'y a pas de mal qui a été fait. Si tu tombes dans la falaise, t'en as pour 8 mois, 1 an et demi, ou peut-être toute ta vie à essayer de regrimper en haut, puis de reprendre où tu étais. Et dans tous les cas, il y a des séquelles, parce que, mine de rien, tomber d'une falaise, même si tu te relèves, même si tu te répares, t'es quand même fragilisé. Absolument. Casse un vase, recolle-le, il est quand même beaucoup plus fragile qu'avant. Moi, ma question, c'est de savoir quels sont les signes avant-coureurs qui nous amènent ensuite à la dépression. S'il y avait des gens qui, justement, peut-être nous écoutent, qui ont des gens dans leur entourage ou qui eux-mêmes sont dans cette situation, est-ce qu'il y a des signes qui montrent que là, t'es peut-être pas au top? Absolument. Puis je suis pas psychologue, puis vous pourrez avoir posé cette question-là à un psychologue, je vous donne ma perception à moi. Quand tu parles de dépression, quelqu'un qui l'a jamais vécu ou quelqu'un qui savait pas que c'est ça puis il l'a vécu va dire la dépression, donc t'es triste. C'est tout sauf de la tristesse. Une dépression, c'est ne plus sentir tes émotions. Puis il y a une espèce de distanciation qui se fait entre ton cerveau et tes émotions. Puis ça, c'est le premier signe avant-coureur pour moi, du moment que il y a des endroits où j'étais, je disais, je serais supposé d'être triste en ce moment, je le suis pas. Je serais supposé d'être heureux en ce moment, je le suis pas. Je serais supposé d'être enragé en ce moment, je le suis pas. Tout est comme fade, tout devient... c'est comme si tout d'un coup, là, la vie est en couleur, puis tout devient tranquillement en noir et blanc. Donc pour moi, le premier signe précurseur, c'est ça, c'est que tu roules tellement
que tu fais abstraction de tes émotions, tu fais abstraction de ces couleurs-là dans ta vie, puis finalement, à un moment donné, tu te retournes, puis tout est en noir et blanc. Pour moi, ça a été ça les signes précurseurs. Puis une fois que c'est en noir et blanc, il est trop tard pour revenir dans l'analogie de la falaise, c'est autrement. Là, mais justement, et je pense qu'il faut pas confondre ce signe-là avec ce qu'on pourrait appeler la prise de recul ou le lâcher prise, qui sont plutôt positifs, voire même une forme de stoïcisme, parce que la frontière, elle est mince, si tu veux. Des fois, on se met dans un mode performance parce qu'on sait qu'on doit traverser une période difficile. Par exemple, je dis ça, c'est juste une anecdote comme ça, t'as 2 enfants en bas âge, une situation pandémique à gérer, une boîte à gérer, une pénurie de main-d'œuvre, etc. Bon, donc tout un tas de trucs, tout un tas d'ingrédients bien merdiques qui font un cocktail sympa, et tu dois passer à travers. Et du coup, je sais que personnellement, j'ai tendance à me mettre dans un mode un peu machine où je passe au travers. Je sais que je vais passer à travers et j'ai même pas envie de savoir ce que je veux pas faire. Je suis là pour sortir de là le plus rapidement possible. Mais du coup, quand tu me parles de ces symptômes-là, ça me fait penser à ça, où je me dis, reste pas trop longtemps non plus dans ce mode. Exact. Et ça, la pandémie, ça a été quelque chose aussi. Tous les gestionnaires entrepreneurs autour de moi, on a mis le bouton de gestion de crise à on. C'est ça. Puis là, on faisait abstraction de tout, puis on allait se concentrer pour que notre bateau prenne pas l'eau. Ce que moi, j'ai pas réussi à faire, c'est de remettre cette switch-là off quand la pandémie était terminée. Puis quand je dis pandémie est terminée, c'est que ce qu'on s'est fait à croire comme société, puis qu'il y a un impact sur nous inévitablement, c'est si on fait tout ça, il va y avoir une fin à ça. C'est pour ça qu'on s'est pas adapté au début. Là, j'étais sur une chaise en bois, sur ma table de cuisine avec mon laptop qui était une position très peu ergonomique. Mais on se dit, c'est pas grave, dans 1 mois, on va revenir au bureau. Dans 3 mois, on va revenir dans 4 mois. Puis là, ça a pris du temps avant donc la switch de gestion de crise était à on et elle est restée là, puis pour moi elle est restée collée là, puis ça a été ça le problème, c'est que là ça surchauffe, puis ça fonctionne plus. Donc si comme gestionnaire, puis c'est des choses que j'ai appris de moi-même puis que j'apprends pour le futur, parfait si j'ai besoin de remettre cet interrupteur là de partir, je me prends une petite note mentale qu'il faut que je l'arrête à un certain point, que je revienne à des habitudes, que je revienne en arrière, que je revienne à des habitudes plus saines aussi. Justement, c'est quoi tes secrets? C'est quoi tes habitudes plus saines? Moi, j'en parle déjà. Par exemple, moi, je me réveille à 5h du matin, tous les jours, du lundi au dimanche. Je fais mon sport jusqu'à 6h45. De 6h45 à 7h, je fais ma méditation et décomposée en 3, gratitude, apaisement et ensuite, on va dire objectif, j'active un peu la loi de l'attraction. Je fais ça tous les matins. Je mange tout le temps la même chose le matin. C'est de la whey avec du lait d'avoine, acheté chez Costco, biologique, super bon. Je prends mes petits compléments alimentaires, etc. C'est ma petite routine. C'est vraiment, c'est mon truc pour moi. Éviter, si tu veux, comment dirais-je, que mes émotions, que mes pensées partent dans tous les sens et que du coup, ça influence le reste de ma journée. Puis d'autres trucs. Toi, c'est quoi tes petits outils justement pour être capable de traverser, on va dire, les périodes, puis surtout de traverser la journée, en sachant qu'en tant que dirigeant et qu'en tant qu'entrepreneur, tu sais pas vraiment ce qui t'attend de ta journée. Tu as un emploi du temps, mais tu sais pas s'il va être respecté ou quoi. Donc, c'est quoi tes petits secrets pour justement je pense que ce que tu viens de dire n'est pas un secret dans le sens que puis j'ai le même où si tu manges toujours la même chose comme du sport, la nourriture, puis une bonne nuit de sommeil, juste cette espèce de triangle-là de mon corps, c'est un temple. Déjà là, c'est un très, très bon début. Puis si cette fondation-là est pas là, c'est la première chose à laquelle tu dois t'attaquer, inévitablement. Si ton cerveau roule tout le temps, c'est un cercle vicieux où là, tu dors moins bien. Quand tu dors moins bien, ton corps veut des carbs, donc tu manges mal et tu vas avoir tendance à boire plus. Donc bref, tout le cercle vicieux s'enclenche, puis ça fait juste exacerber une situation qui était déjà probablement pas très bonne. Donc c'est sûr que de commencer par ça. Moi, l'aspect que j'ai rajouté, puis quand j'en ai besoin, je médite, mais c'est pas sur une base quotidienne. Il y a énormément de bienfaits à ça. On réalise que notre cerveau, il y a toujours quelque chose dedans. Alors, juste d'être en mesure de se concentrer sur penser à rien, a un impact, c'est extrêmement difficile. Puis je pense que ça fait extrêmement peur aussi quand tu es tout seul avec toi-même dans une espèce de pièce noire où la seule chose que tu as besoin de faire, c'est de t'entendre respirer. Je pense que ça fait peur à énormément de monde, mais c'est primordial pour apprendre à se connaître. Puis je faisais quelque chose aussi, je fais une petite aparté, mais je sais pas, je pense qu'ils appellent ça de l'apnée du courriel maintenant, mais comme il y a une notification qui rentre, puis tu sais que c'est une mauvaise nouvelle, j'ai réalisé que j'étais en mesure de ne pas respirer pendant plus qu'une minute. Puis à un moment donné, genre, mon corps, comme, hey, là, puis là, je me mettais à respirer. Donc, ça fait partie du problème aussi, où si t'es pas capable de maîtriser ces petits éléments-là de base qui font que l'humain est l'humain, là, tu sais, quand t'as tellement d'anxiété que là,
t'arrêtes de respirer, ben c'est sûr que ça va amener à des problématiques. Je dirais que l'autre aspect, moi, qui m'a aidé beaucoup, c'est de dire les choses à voix haute. Puis c'est peut-être la deuxième facette de la réponse que je voulais te donner tantôt, c'est que j'ai grandi à ne pas reconnaître mes émotions. Donc moi, je suis arrivé à 22 ans, puis le coffre à outils, là, j'avais content, fâché, puis triste. J'avais pas les mots pour l'exprimer. Donc la première fois que j'ai eu à devoir exprimer mes émotions à 26 ans, où là, ça allait vraiment pas bien, j'essayais de parler, ça sortait pas. Ma copine de l'époque, elle comprenait pas, puis j'étais pas à communiquer avec elle. Donc là, tu te retrouves complètement isolé et dépourvu. Donc, de dire les choses à voix haute, puis même si t'as peur pour ta masculinité, de dire je peux pas dire ça à voix haute, je vais avoir l'air faible, peu importe. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Puis d'avoir les bons termes, ça se développe au fil des années, mais si t'as pas appris à communiquer tes émotions, ben à force de les communiquer, il y a quelqu'un qui va dire le mot que tu cherches, c'est apathie ou empathie. OK, parfait, c'est ce que j'ai ressenti l'autre jour. OK, bon, puis on peut partir avec ça. Un psychologue va aider énormément. Puis je vois les gens extrêmement réticents à aller voir des psychologues en disant j'ai pas besoin de ça, puis ils vont rien m'apprendre, puis ils sont pas là pour t'apprendre quelque chose, ils sont juste là pour te poser des questions, pour qu'il y ait quelqu'un à l'extérieur de ta vie qui a aucune incidence, qui va pas te juger, tu peux lui dire ce que tu veux sur ce que tu veux. Cette personne n'est pas dans ton existence. Elle sait pas de qui tu parles, elle sait pas que tu parles de cette personne-là, elle s'en fout à la fin de la journée, elle est là pour te poser 5 questions qui sont extrêmement bien placées pour que tu sois obligé de communiquer à quelqu'un. Puis une fois que c'est dit à voix haute, elle va t'aider à avoir les bons mots, puis une fois que tu as les bons mots, tu peux le rationaliser puis le compartimenter comme c'est ça que j'ai vécu cette fois-là, puis c'est comme ça que je me suis senti. Puis de le reconnaître, ça fait une différence énorme. Puis moi, ça m'a aidé beaucoup dans les dernières années. Tu vois, aujourd'hui, je ne la vois plus, la psychologue, je la voyais 2 fois par semaine à un certain point dans le prime, dans le pic de l'événement, mais aujourd'hui, j'en ai plus besoin. Puis le jour où je vais en avoir besoin de nouveau parce que je suis pas capable de communiquer correctement, j'y retournerai la voir, puis il n'y a pas de gêne à ça. Donc pour moi, ça a été l'autre gros aspect de s'assurer de parler quand c'est le temps de parler. Ouais, parce que finalement, ça aussi, c'est un des secrets d'entrepreneur, c'est que faut prendre soin de ta santé mentale. Il faut aussi, tu peux pas juste évoluer au niveau de ta carrière, au niveau de tes compétences techniques. Il faut aussi que tu évolues toi. Alors ça peut être au niveau spirituel, au niveau philosophique, au niveau intellectuel, parce que tu restes un être humain avant tout. Et puis si t'as des blocages, t'as des blessures sur lesquelles t'as pas travaillé, dû à ton enfance, ton éducation, des événements qui te sont arrivés, tu les traînes comme des boulets. Et ça va avoir un impact aussi sur ta vie professionnelle parce que on reste des êtres humains à la fin et que ta personnalité, je veux dire là mettons on se croise dans une réunion de direction ou on se croise dans un bar, ça reste le même gars. Bien sûr que tu vas adopter une attitude différente, mais ce que j'essaie d'expliquer c'est que quand on est entrepreneur, on n'est pas que entrepreneur. D'ailleurs, ça aussi on va en discuter parce que tu dis à un moment dans un de tes posts sur LinkedIn que à un moment, t'étais le gars le plus plate que tu connaissais parce que la seule chose que t'avais dans ta vie, c'était ta job. Et que finalement, si demain ta job, elle s'arrêtait, tu faisais rien. Et je trouve que c'est important aussi parce que quand on est entrepreneur, on a tendance à se mettre à fond là-dedans et pas vraiment regarder ce qui se passe ailleurs. Et personnellement, quand on est arrivé au Québec avec Eugénie en 2013, on a tout de suite cherché à se faire des amis, c'est normal. Et on avait beaucoup de mal parce qu'il y avait beaucoup de gens qui arrivaient, mais ils venaient d'arriver comme nous. Mais à la différence de nous, c'est que ils savaient déjà qu'ils allaient pas rester. Parce qu'il faut savoir qu'à Montréal, il y a quand même beaucoup de gens qui viennent, français ou autres. Mais ils savent qu'ils vont pas rester. Ils viennent pas pour la résidence permanente, ils viennent pour une expérience de 2 ans, de 3 ans, le temps d'un visa et ils repartent. Donc c'est assez compliqué en fait de se faire des amis parce que tu le vois un peu comme un abandon, quelqu'un qui repart dans un autre pays ou autre. Et on avait peu d'amis. Et j'ai dit à Eugénie, tu sais quoi? Quitte à pas avoir d'amis et du coup à s'ennuyer un petit peu, autant qu'on monte notre entreprise et puis qu'on se mette à fond dedans. Parce qu'au moins l'avantage c'est qu'on s'ennuie pas, on contribue à notre futur, on gagne des sous, puis bref, ça pour le coup ça reste quoi. Mais le problème c'est que si tu restes là-dedans à fond et qu'en fait tu te retrouves même en soirée et toi la seule chose dont tu as envie de parler c'est de ton entreprise. Mais la personne en face de toi, elle a pas envie de t'entendre parler de toute la soirée de ton entreprise, en fait. Non. Et tu vois bien que tu l'intéresses vite fait parce que t'as que ça. Et donc, tu deviens quelqu'un de plate. À la fin, tu te retrouves, t'as une entreprise puis t'es super bon, mais est-ce que t'es vraiment heureux? Parce que quand arrive le jour de ta fête, puis que les seuls qui te fêtent ton anniversaire,
c'est des notifications Facebook où Facebook leur a rappelé que c'était ta fête parce que sinon ils l'auraient pas fait, et que finalement tu fais juste un dîner à 2, 3, 4 personnes, c'est pas grave, c'est pas un concours de est-ce que je suis populaire. Personnellement, moi j'aime pas faire ma fête avec 25 personnes, j'aime pas être le centre de l'attention à ce niveau-là. Mais ce que j'explique, c'est que il y a des moments dans la vie où tu fais un bilan de ta vie sociale et que tu te dis OK, mais en fait j'ai pas tant d'amis, j'ai pas tant de hobbies, finalement là je suis en congé, mais je vais travailler parce qu'en fait parce que j'aime ça, parce que je veux. Non, c'est parce qu'en fait t'as rien d'autre à faire. C'est-à-dire que c'est soit ça, soit tu vas aller tondre la pelouse ou tu vas aller faire un truc plate anyway. Et je pense qu'un des secrets justement pour durer dans l'entrepreneuriat ou dans quoi que ce soit, c'est de diversifier ses centres d'intérêt, parce que tu peux si tu manges tous les jours ton plat préféré, tu pourras plus, tu vas le vomir. Donc, est-ce que t'es d'accord avec ce constat? À 100%. Puis je l'ai écrit effectivement à un certain point. Je pense que ma publication qui a le marché le plus sur LinkedIn, c'était un truc genre 10 ans d'entrepreneuriat en 10 leçons. Puis le truc là-dedans, c'était justement que effectivement, j'ai pris un pas de recul. Je me trouvais extrêmement plate. J'étais quelqu'un de plate. J'étais pas au courant de rien. Alors même les gens, j'étais pas capable de faire de small talk jamais si ça tournait pas autour d'entrepreneuriat, autour de ce que j'étais en train de faire. Puis ça devient très narcissique comme situation aussi, parce que tu réalises que si les gens te posent pas de questions sur ton organisation, t'as pas grand-chose à leur dire. Les Canadiens ont-tu gagné hier? No clue, là. J'ai qu'est-ce qui est arrivé en politique? Ouais, c'est ça. Qui? Non, je suis pas le baseball. Ouais, c'est ça, exact. Donc, de même pas être au fait des nouvelles alors ça devient redondant, ça devient plat. Mais même socialement, parce que finalement, c'est très plat. Tu te retrouves des fois dans des soirées, dans des réseautages, dans des choses, parce que même aujourd'hui, peut-être avec, quand je regardais justement ton LinkedIn, il y a eu un post la dernière fois où tu parlais de, je sais plus, c'était un événement de tennis, je pense, il y a quelques jours. Ouais, quelques jours, ouais. Où t'es dans, je suppose, peut-être un événement de réseautage ou peu importe. Bon, t'es amené de par aujourd'hui ton poste à fréquenter des gens, à serrer des mains et à être dans ce mood-là, on va dire. Donc, t'as dû te forcer ou t'as dû évoluer parce qu'aujourd'hui, tu fais aussi de la représentation. Définitivement. Puis tu peux pas juste parler en fait, la pire façon de faire de la représentation, c'est parler de ce que tu vends. Il y a rien de plus plate, ça aussi. Alors, c'est ça. C'est quoi, du coup, tes petits secrets pour, on va dire, tu le mentionnes justement dans ce post-là que j'ai lu. À un moment, tu mentionnes le fait de moins parler, de plus écouter, d'être capable justement de maîtriser le small talk. Justement, est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas à l'aise, en fait. Ah, définitivement. Puis je fais partie de ces gens-là aussi, là. Okay. Je dois admettre que, aujourd'hui, comme l'humain est casé en 2 catégories, là, quand vient le temps du social, c'est les introvertis puis les extrovertis. Il y a du monde que ça les fait, que ça leur donne de l'énergie d'être avec des foules puis de discuter puis d'être un petit peu le centre de l'attention. Moi, je suis au contraire de ça, étrangement, puis on pourra revenir là-dessus après. Je me considère plus dans l'autre. Comme bien des gens d'ailleurs, moi, ça me tire énormément de jus d'être en one-on-one avec quelqu'un. Donc, ce que j'ai réalisé, puis c'était quasiment un mode par défaut, c'est que si tu te retrouves dans une situation où c'est toi qui poses des questions et c'est l'autre qui parle, ben, si tu conserves un peu ton énergie, t'es capable de durer toute la soirée. Puis ce que ça permet aussi, c'est de voir c'est quoi les champs d'intérêt de l'autre personne. Puis de pouvoir, si t'as une bonne culture générale à un certain point, t'es capable de faire un bout de chemin là-dessus, de trouver une anecdote de ta vie personnelle qui va cadrer avec la discussion qu'il y a en ce moment, puis ça devient donc plus agréable. Puis ça sonne comme si c'était une recette, ça l'est pas. Tu sais, je considère que je suis pas capable d'être fake non plus. Il y a des gens qui sont très bons là-dedans. Puis moi, si quelque chose m'intéresse pas, je pense que ça va paraître rapidement. Moi, même en développement, c'est ça. Alors, il y a des gens que tu dis ça aurait été un bon prospect, mais écoute, je l'ai pas approché de la bonne façon. Ainsi va la vie. Tu sais, ça me dérange pas. C'est correct. Je pense qu'en restant authentique à travers ça. Mais effectivement, quand j'ai commencé à enseigner, il y a un prof, celui qui m'a embauché, il me disait réponds toujours à une question avec une question. Puis tu vas voir, tu as juste besoin de 3 slides dans ton cours en réalité. Tu n'as pas besoin d'avoir un PowerPoint puis de jaser pendant 3 heures. Si tu réponds à une question avec une question, là, les discussions vont venir seules, puis ton cours va avoir une dynamique complètement différente. Alors, moi qui arrivais avec comme jeune prof, avec OK, il faut que j'ai toutes mes slides, tout le contenu, j'ai réalisé que j'avais 4 fois trop de contenu justement à cause de ça, parce que finalement, on crée une discussion, puis on s'en fout des PowerPoints. Là, on est en train de ouais, du coup, tu laisses place un peu à l'improvisation, tu laisses place à la spontanéité, parce que en faisant ça, finalement, la personne, elle pourrait venir à 2 cours qui est censé être le même, mais en fait, ça n'a rien à voir parce que c'est pas les mêmes questions. Exact. Non, c'est ça. C'est un peu, c'est vous qui faites le cours, finalement. Mais même pour toi, c'est beaucoup plus enrichissant. Parce que si t'arrives et que ça fait 15 fois que tu répètes la même chose face à des gens devant leur ordinateur ou leur téléphone ou quoi, enfin, il y a moins d'interaction. Je sais que quand, avec Eugénie, on fait des webinaires ou des conférences,
une de nos forces, justement, c'est de faire interagir. Et les gens, il y en a dans le public qui aiment lever la main, poser des questions, etc. Et pour nous, ça nous envoie aussi de l'énergie parce que, comme tu dis, parler, et c'est fatigant. C'est hyper fatigant de faire que parler. Et donc, effectivement, ça, donc, c'est une de tes méthodes, finalement, c'est poser des questions, répondre par d'autres questions, susciter le débat. Mais je pense que tu dois aussi, évidemment, t'intéresser sincèrement aux gens parce que je trouve qu'on est dans une société très narcissique. Puis on le voit avec les réseaux sociaux. Finalement, moi je sais que à un moment, j'avais beaucoup de mal avec certaines soirées. C'était il y a longtemps, il y a plus de 10 ans. Avec Eugénie, on s'est rencontrés chez Microsoft, donc à Paris. On n'est pas de Paris à la base, je le précise. On a des défauts, mais pas celui-là. Et non, j'adore mon audience parisienne. Il n'y a pas d'enjeu. Oh, je vais avoir des mauvais commentaires. Et en gros, on se retrouvait dans des appartements, voilà, à Paris, où chacun finalement te demande ce que tu fais dans la vie, mais en fait, il s'en fiche. Ce que tu fais dans la vie, c'est est-ce que je fais mieux que toi dans la vie? T'es où dans le voilà. Dans le rang? Donc, est-ce que j'ai un intérêt à te parler? Mais surtout, bon, je vais te poser la question, comme ça on pourra parler de moi après. Et donc, sauf que ça m'intéresse pas plus parce que on n'est pas dans une démarche vraiment d'échange. On est plus pour faire 2 monologues. Et donc, ça m'intéressait pas. Aujourd'hui, c'est vrai que je trouve que parfois, dans le monde professionnel, moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est que ça manque, je trouve, d'authenticité. C'est-à-dire que, un des exemples qui m'a le plus marqué, c'est lorsque je suis arrivé au Québec, il y avait des gens, en fait, qui m'ont expliqué que quand quelqu'un t'appelle pour prendre des références sur quelqu'un, tu n'as pas le droit de dire des mauvaises choses de cette personne. Donc, ça veut dire que, mettons, oui, bonjour, je vous appelle par rapport à Julie Gagnon, qui a travaillé chez vous. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Je peux t'en dire que du bien, parce que de ce qu'on m'a dit, c'est peut-être faux, mais c'est illégal de dénigrer la personne. Donc, dans ce cas-là, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois qu'on me dise « Que pouvez-vous me dire de cette personne ?» Et je leur ai dit « Malheureusement, je ne peux rien vous dire car légalement, j'ai pas le droit de vous donner mon réelle opinion. » Ce qui ne veut pas dire que j'aurais descendu la personne, que j'aurais dit qu'elle était mauvaise, mais j'aurais dit « Voici ce que j'ai apprécié, voici ce que je n'ai pas apprécié. » Et donc, ça m'avait beaucoup marqué. Et finalement, j'ai encore eu l'exercice hier. Un gars me démarche et il me dit voilà, j'aimerais faire des affaires avec vous éventuellement, machin. J'ai un de mes partenaires qui s'appelle telle entreprise. Je sais pas si vous connaissez. Il s'avère que non seulement je les connaissais, mais j'étais un ancien client d'eux et un ancien client non satisfait. Et donc je lui ai dit écoute, je les connais, j'ai été client, je ne suis pas satisfait d'eux. Alors là, évidemment, très intéressé le monsieur, et je lui ai dit malheureusement, je pourrais pas vous en dire plus. Pourquoi ça? Parce que j'ai aucun intérêt à le faire. Ouais. Donc, autant être transparent. Ça peut que me nuire de vous dire. Donc, mais je sais que pour vous, ça aurait une valeur énorme. Mais malheureusement, la société dans laquelle on vit fait que si une personne agit mal et est incompétente ou quoi que ce soit, je vais laisser quelqu'un d'autre la démasquer. Moi, je vais pas le faire parce que ça va me nuire. Ce qui, au final, quand même, nuit à tout le monde. Quel est aujourd'hui, tu te retrouves dans une entreprise assez grosse, donc c'est politisé quand même. Absolument. Tu te retrouves dans des cocktails, des trucs, des machins, à serrer des mains avec des gens à qui tu as plus ou moins d'affinité. Et donc, tu dois avoir quand même cette espèce de carapace, cette espèce de costume quelque part. Parce que tu me dis, voilà, moi, j'ai beaucoup de mal avec ça parce que t'es authentique. Je pense qu'on a ça en commun. Ouais. Personnellement, ça m'ouvre des portes, mais ça m'enferme aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec l'authenticité, avec mon côté entier et surtout mon côté assumé. Parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui est entier et qui s'assume. Comment toi tu le vis ça justement? Je veux pas être un personnage jamais. Je l'ai été plus jeune, je l'ai été quand j'ai parti ma firme, puis c'est la raison pour laquelle tout devient en noir et blanc à un certain point, c'est que tu te distancies de qui t'es pour vrai, puis de tes valeurs profondes, tes convictions. Donc c'est inévitablement ça va te créer des enjeux à terme. Puis il y en a qui vont jamais, que ça va jamais paraître, tant mieux pour eux. Mais moi c'est devenu très clair très rapidement que si j'étais un personnage, je ne pouvais pas fonctionner, c'est impossible. Ta question, il y a un livre qui me vient en tête là, de Radical Candor, de la candeur radicale, puis c'est un livre qui m'avait intéressé, puis d'ailleurs que j'ai référé à mes collègues aussi pour qu'on adopte cette façon de faire là à l'interne. Ou ce que j'ai réalisé au fil du temps, c'est que quand tu dis pas quelque chose à quelqu'un tu l'empêches de progresser, même si c'est négatif, puis tu te dis cette personne-là va peut-être m'en vouloir pour une certaine période de temps ou peu importe, si cette personne-là mérite d'être dans ta vie, c'est qu'elle à un certain point elle va revenir en disant écoute, j'ai pensé à ce que tu m'as dit, puis
ça m'a fait progresser, ça m'a fait cheminer. Donc, d'avoir cette candeur-là, ça veut pas dire d'être méchant, d'être négatif, rien de ça, mais pense au fait que si tu gardes quelqu'un dans ton équipe parce que tu as peur de mettre cette personne à pied, mais alors qu'elle ne fonctionne pas, tu l'empêches de progresser, tu t'empêches toi de progresser, tu t'empêches ton organisation de progresser, donc il y a juste du négatif. Alors, à un certain point, il faut être en mesure de communiquer les choses comme elles sont. Et je pense que c'est un outil qui se travaille. C'est pas de manquer de compassion, de manquer d'empathie, mais de s'assurer de communiquer les choses comme il faut. Puis je le sens avec mes collègues immédiats à l'heure actuelle que c'est quelque chose qu'on adopte. Au fil des années, il y a des limites que j'ai testées, puis il y en a que j'ai dépassées, puis ça a brisé des relations. Mais tout ça fait partie de l'apprentissage. Aujourd'hui, je connais à peu près le paramètre dans lequel tu peux avoir une candeur radicale, puis avec qui tu peux, dans quel contexte. Puis je trouve que c'est un outil aujourd'hui qui est fondamental, là, que j'utilise souvent. Là. Et comment tu gères le fait, par exemple, je vais prendre une image, t'es en soirée, réseautage, etc. pour Logian ou peu importe. Donc t'as des gens qui viennent te voir, parce qu'on parlait de réseautage tout au début, qui veulent travailler avec toi, mais toi, comment dirais-je, c'est pas parce que tu t'entends bien avec eux que tu les considères comme compétents. Personnellement, ça m'est arrivé plusieurs fois qu'on me dise « Max, je te réfère telle personne. » Ouais, mais toi, à chaque fois que tu me réfères des gens, c'est une galère. En plus, le problème, c'est que cette personne-là, qui fait partie, mettons, du réseau, de la chambre de commerce, de ce que tu veux, si ça se passe mal, ça va me nuire. Bien que ce réseautage a pour objectif, un des objectifs, c'est justement de faire de la business. Le problème, c'est que si tu fais de la business et que cette personne-là vient te voir pour faire de la business avec toi, donc super, le réseautage fonctionne. Ouais, sauf qu'en fait, encore une fois, si jamais ça marche pas, et moi je pense, selon mon expérience, que ça ne marchera pas vis-à-vis de de son besoin, de son budget, de sa personnalité, ça va me nuire. Mais comment tu gères une chose pareille? Parce que c'est ça le problème aussi du réseautage, c'est que c'est un couteau à double tranchant. D'un côté, ça peut t'aider, ça peut t'ouvrir des portes. D'un côté, c'est pas parce que ces gens-là dans ton réseau, ils sont dans ton réseau, ils sont proches, ou ils sont proches de quelqu'un qui est proche de toi, etc., que tu as un intérêt à travailler avec eux. Tu vois? Comment tu gères ça? Mais en fait, la façon dont je le vois, il y a deux avenues. Soit que tu dis oui, sachant très bien que ça ne fonctionnera pas, puis souvent, comme on fait pas assez confiance à notre instinct maintenant. Moi, c'est quelque chose, je fais énormément confiance à mon instinct. Aujourd'hui, je suis capable de dire tel élément ne fonctionnera pas. Je suis capable de dire on s'en va dans un mur avec tel projet. Je suis capable de le dire très, très tôt dans un projet, puis je vais le dire à voix haute. Je vais lever la main rapidement. Donc, il y a deux avenues. Soit que tu dis oui, puis ça te plante, puis c'est très dommageable pour ta réputation, ou tu dis non en trouvant une raison qui s'équivaut, puis qui va avoir du sens. Puis peut-être que ça va nuire un petit peu, ça va impacter un petit peu ton influence ou ta notoriété à ce moment-là, mais au moins tu t'es pas mis dans une situation que tu peux de défaite où tu peux juste perdre. Alors d'avoir dit non au bon moment. Alors moi, la seule chose qui me vient en tête quand tu me poses la question, c'est t'as le droit de dire non. Puis souvent comme entrepreneur, t'as le feeling, surtout quand tu commences, que tu peux pas dire non à rien, mais ça va être bien pire. Tu vas perdre l'argent, tu vas perdre des contacts, tu vas perdre ta crédibilité, tu vas perdre du staff, finalement pour un projet qui t'a amené quoi? Rien. Alors, j'ai appris au fil des années, puis la première fois que j'ai dit non, c'est quand même récent, mais je dirais que dans les 6-7 premières années de Poudre Noire, je disais oui à tout le temps, puis je le voyais, là, l'impact que ça avait sur mon équipe, de le président a dit oui, il a vendu quelque chose qui se fait pas, puis c'est sûr que ça t'est arrivé aussi. Alors, à un certain point, d'apprendre à dire non, puis la première fois que j'ai dit comme hey, tu sais quoi, non. Ça m'a comme, je suis une nouvelle personne. C'est comme si je venais de Pokémon qui venait d'évoluer, là. Alors, je me rappelle encore, j'ai ce feeling-là la première fois qu'on a eu à dire non à quelque chose, puis. Mais il peut y avoir une certaine pression financière aussi. C'est-à-dire que j'en parlais même encore ce matin. C'est sûr. J'en parlais ce matin avec, une de mes collègues et je lui disais, tu vois, la raison pour laquelle aujourd'hui on est 30-35 et non pas 50-60, parce qu'en réalité c'est pas si compliqué. Si tu recrutes à tour de bras, que tu fais moins attention dans les entretiens et puis que tu acceptes que certains soient moins rentables, c'est facile. Mais comme j'ai expliqué souvent, pour nous, le nombre d'employés n'est pas un indicateur de performance. Mon point, en fait, c'est de dire que une des raisons pour lesquelles on est 30-35 et donc relativement restreint, c'est que je veux pouvoir me payer le luxe de refuser des contrats et ça n'a pas toujours été le cas. C'est-à-dire que il y a rien de plus stressant pour un entrepreneur d'accepter des mandats parce qu'il faut rentrer du cash. Et tu te retrouves en fait dans une espèce de spirale où tu te mets à travailler avec des gens avec qui t'as pas envie de travailler, qui vont te traiter d'une certaine manière parce qu'ils ont peut-être identifié ce rapport de force qui est extrêmement toxique. Et
Mais d'un autre côté, voilà, tu veux croître, tu veux gagner de l'argent, tu veux assurer la survie de ton entreprise, et c'est pas si facile de dire non quand il y a de l'argent au bout de la table. Je suis en train de travailler sur un projet là qui devrait se signer, ça se trouve il est signé là, mais avec un grand groupe. Donc on parle d'un projet, c'est le site web il est à $300 000, la stratégie SEO elle est à 150. C'est cool, tu vois, clairement tu signes pas ça tous les jours, c'est bon. Je suis pas du tout serein parce que déjà sur les 3 personnes que je connaissais, il y en a déjà 2 qui ont quitté là-bas, donc déjà ça veut tout dire. Les personnes qui vont être remplacées ne nous ont pas choisis, donc j'espère pour elles que le fit il va se faire. Bon. Et pire, je ne pense pas que la personne qui reste a toutes les compétences pour gérer un tel projet. Sauf qu'on parle d'un projet à 2, 3, 400 000. C'est gros pour une agence comme My Little Big Web. Même un projet à 100 000, c'est gros pour une agence comme My Little Big Web. Et donc là, je me retrouve dans une situation où d'un côté, j'ai une partie de mon staff qui veut closer pour sentir que l'agence commence à aller dans ce genre de milieu, à intéresser ce genre d'entreprise. Il y a peut-être une part d'ego aussi quelque part. Et d'un autre côté, moi, où je me dis, ouais, mais ça peut être une grosse galère, tu vois. Donc il y a un vrai dilemme parce que plus le projet est gros, plus le client est gros, mine de rien, s'il s'enrhume, c'est toi qui tousses. Ah, définitivement. Et donc, on parle de scaler, on parle d'évoluer. Évidemment, au début, tu vas travailler avec n'importe qui, n'importe quoi, tu te cherches. Petit à petit, tu vas chercher à monter en gamme de clients. D'ailleurs, en tout cas pour nous, c'est pas forcément les clients les plus connus, les plus prestigieux qui sont les meilleurs. D'ailleurs, souvent même c'est l'inverse. Moi, j'ai des comptables qui dépensent plus que des entreprises connues, qu'une banque ou quoi que ce soit. Mais je trouve que un des secrets en entrepreneuriat, c'est de vraiment bien analyser avec qui tu fais affaire. Mais il faut réussir aussi à avoir un rapport à l'argent qui fait que c'est un outil que tu utilises et non pas l'inverse. Je pense que tu vois évidemment ce que je veux dire. Par rapport à ça, je dirais que le feeling, ce feeling-là que tu décris, je l'ai vécu souvent. Si tu dis oui à tout, si tu t'empêches d'avoir une opportunité qui aurait pu être plus le fun plus tard, parce qu'il va falloir que tu dises peut-être non à quelque chose plus tard, il va falloir que tu vas avoir perdu la bonne personne ressource chez toi qui était l'expert dans un sujet X parce que c'est tanné d'un projet. Donc, il y a un impact à long terme. Je mets au défi les entrepreneurs de trouver le bon moment ou de dire non, puis d'être en paix avec ça, mais ils seront pas en paix avec ça parce que c'est sûr où il y a de l'argent au bout de la table, puis on veut être opportuniste, on veut croire, puis on est dans une mentalité de la croissance à tout prix. La croissance à tout prix vient aussi c'est que ton entreprise, tu bâtis un château de cartes, là, il y a quelqu'un qui s'ouvre dedans, puis après ça, les mondes s'en vont, les gens sont pas satisfaits, puis c'est là que ça devient extrêmement problématique, puis c'est une situation que tu vas créer toi-même. Ouais. Parce que tu as voulu être opportuniste au mauvais moment. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont plus dans la réaction que dans l'anticipation, parce qu'ils partent du principe de toute façon que c'est beaucoup plus facile d'être réactif que proactif, puisqu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, on connaît pas l'état de l'économie, etc. La chose, c'est qu'il y a aussi énormément d'entrepreneurs qui, quand on leur demande pourquoi tu veux être entrepreneur, souvent, parmi les réponses, il y a la liberté qui arrive. Il y a être mon propre patron, alors ça peut être l'argent, ok, mais pourquoi l'argent? La liberté. Tu vois, on parle tout le temps de liberté finalement. Pourquoi tu veux gagner de l'argent? Je veux avoir la liberté financière. Ok, c'est quoi la liberté finalement? Eh bien, ce que j'ai constaté, en tout cas personnellement, et j'aimerais vraiment savoir si tu l'as vécu ça, c'est que quand j'ai fondé My Little Big Web, je voulais donc être libre, sauf que je me suis retrouvé avec, par exemple, une équipe donc de programmeurs. Donc nous, on fait tout à l'interne. Bon, parce que justement, j'avais le sentiment qu'en faisant tout à l'interne, j'allais avoir plus de contrôle sur les gens, entre guillemets, sur la production. J'ai programmeur, spécialiste SEO, publicité en ligne et gestion des réseaux sociaux. Mais mettons les programmeurs. Et là, je me retrouve à vendre des projets de sites web qui, contrairement au référencement naturel, publicité en ligne et gestion des réseaux sociaux, admettons demain dans ces pôles-là, il y a quelque chose qui se passe, il y a des employés qui quittent, j'ai trop, c'est des forfaits mensuels. Donc au pire, désolé, il y a eu des gens qui ont quitté, ça m'embête autant que vous, on arrête. C'est pas la fin du monde si tu veux. Je mets pas en péril mon entreprise entre guillemets. Il y a des gens, mes charges variables quittent, j'ai moins de profit. Bon, mais les projets de site web, ça peut durer 3, 4, 5, 6, 7 mois, parfois même plus. Et ça m'a mis en stress parce que je me suis dit mais attends, là j'ai pour
500 000 $, 1 million de dollars de projets qui sont dans les tuyaux. Qu'est-ce que je fais si lui, il s'en va? Alors, tu pourrais dire, tu le remplaces. Non, mais attends, c'est pas si simple. Non. Tu vois? Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, tu sais quoi? Je vais doubler tout. Je vais avoir 2 designers web, 2 développeurs back-end, 2 développeurs front-end, 2 gestionnaires de projet. Donc, je vais littéralement doubler l'équipe. Non pas parce que j'en ai envie, certainement pas. Non pas parce que j'ai tellement de clients que certainement pas. Mais parce que je me disais, je fais comment s'il part? Et là, je me suis retrouvé à travailler comme un malade, à vendre des sites web, à accepter de travailler sur des projets en co-branding, en marque blanche, etc. Enfin bref, des trucs qui me plaisaient pas. Et la différence en plus avec le marketing web, qui est du récurrent, c'est que ça, c'est du ponctuel. C'est-à-dire que s'il faut que je fasse 100 000 $ de chiffre d'affaires mensuel pour que ce pôle il roule, même si là j'ai fait 105 et que c'est super, généralement en plus tu atteins ces objectifs le 27 ou le 28, donc tu es content 3 jours. Parce que le mois d'après, tu repars pas à zéro parce que tu as des choses qui vont se facturer selon les étapes de prod. Mais il faut que tu revendes encore. Et je me suis retrouvé dans une situation où en fait, j'étais dans la roue à devoir l'alimenter constamment. Et finalement, en voulant tuer une peur de qu'est-ce que je fais s'ils s'en vont, je me suis créé, et donc un stress, je me suis créé un autre stress bien réel cette fois-ci, qui est de devoir constamment alimenter. Est-ce que ça, c'est le genre de truc que tu as vécu? Et comment t'as fait pour surmonter ça? Cette espèce de, qu'est-ce que je fais s'il part? Et puis bref, tout ce que je viens d'expliquer. Je pense pas que le service est extrêmement difficile. Ouais. C'est extrêmement difficile parce que tout est toujours à refaire. Puis il y a des fois où je me dis comment on a été malade de se lancer là-dedans en réalité. Puis je te considère dans la même gang que moi là-dessus, mais je savais pas dans quoi je m'embarquais. Mais une fois que tu réalises la nature de la bête, puis je suis encore dedans aujourd'hui, là, c'est juste que c'est plus gros parce qu'on a 500 bouches à nourrir. Donc c'est énorme. Faut continuer à. Alors, on est constamment en train de démarcher, constamment. C'est très difficile versus... Puis je dis pas que la job, par exemple, en manufacturier est beaucoup plus facile parce qu'il faut qu'ils fassent des ventes quand même. Mais une fois que tu as vendu tes croissants chez Métro, au moins tu sais que tu as un mandat. Puis après ça, tu as des machines qui peuvent rouler. Alors, la dynamique devient très différente. Le stress est aussi différent. C'est pas plus facile, mais différent. Donc, la nature de la bête en service... j'arrive à peu près à la conclusion que la seule réponse que je peux te donner, c'est que tu vas pas plaire à tout le monde, dans le sens que tes clients, ça se peut que tu échappes des mandats parce qu'il y a quelqu'un qui est parti au mauvais moment. C'est ça la réalité, puis il y a pas de grande façon de le contourner. Et je pense que la chose à faire, c'est de devenir toi gestionnaire à l'aise avec ça, puis d'avoir une candeur radicale aussi avec tes clients, comme quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas un moment dans le temps, essaye pas de le camoufler en disant ah non mais c'est pas grave parce qu'on a 6 autres ressources. Ça serait la bonne approche à faire. Puis c'est là où tu as une transparence qui va paraître au sein de ton équipe. Donc, ça démontre que tu as le bien-être de ton équipe, tu as le bien-être de tes clients aussi. Tu veux que tout ça fonctionne. Je pense qu'à travers ça, c'est vraiment juste la bonne transparence. Tu peux pas dans le service avoir 2 personnes qui font tous les rôles pour un seul projet. Tu seras pas rentable. Alors, ça donne rien de rouler ton organisation. Ça devient Mais je rebondis sur ce que tu dis quand tu dis voilà, je veux que tout le monde soit content. Je vais prendre un exemple, puis après je vais parler d'une anecdote à toi. C'est nous, on a parfois le cas du client qui on lui a fait des cadeaux. Il a abusé sur des choses. Normalement, il y avait une ronde de modification, il en a fait 2, 3, etc. T'as dû connaître ça si t'as fait des projets de création de site web. Et à un moment, il te sort la carte du client pas content en fait. Et toi, t'es au bout de ta vie parce que tu dis mais attends, j'ai tout donné, j'ai même donné plus. C'est moi qui devrais ne pas être content. Et le client te sort la carte du client insatisfait, qui ne le sera peut-être pas réellement, mais c'est lui qui abuse. Tu vois? Oui. Comment tu gères ça à un moment? Parce que les gens peuvent se servir de cette volonté que tu as de les rendre satisfaits. Puis encore une fois, tu vas pas plaire à tout le monde. Partons de cette prémisse-là. Par contre, je pense que pour atténuer ça, encore une fois, de dire les choses au bon moment quand elles arrivent, ça devient ça la clé du succès. Un client qui a refait son site, une PME, c'est pas quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Surtout là dans les années 2010 à 2020, là, c'était des gestionnaires marketing qui étaient habitués de vendre des produits en épicerie par exemple, puis là tout d'un coup leur conseil d'administration a décidé qu'il fallait commencer à vendre en ligne, puis là c'était le projet de l'année. Ils n'ont aucune expérience là-dedans, ils savent pas dans quoi ils s'embarquent.
eux autres, dans leur tête, programmer, c'est facile. Regarde, l'autre site le fait, puis c'est sûr que tu as déjà reçu un brief comme on aimerait savoir quelque chose un peu comme Google. OK, est-ce que tu as 1,2 milliard de budget pour juste cette plateforme-là? Donc, la réalité, c'est qu'il y a une très mauvaise compréhension de ça. Alors, l'approche à prendre, puis les clients avec qui ça a super bien été, puis c'est pas tout le monde qui le permet. Moi, 2 choses, en fait, là, pour faire un peu le ménage, mais est-ce que vous êtes ouvert à avoir un petit peu de formation? Il va dire oui. Non, pas nécessairement. C'est vrai. Puis l'autre aspect aussi, c'est de s'assurer de bien comprendre, parce que une agence comme la tienne, comme la mienne, une firme, on va recevoir des briefs. Puis avant, la mentalité que j'avais, c'est le client a fait ses devoirs, puis le brief est complet, je pars avec ça. Alors que maintenant, je pose des questions, j'invite le client, je mets un business model canvas au mur, puis passons 3 heures ensemble. Puis on sort de là en réalisant que le brief qu'on a reçu, c'était pas vraiment ça qu'il avait besoin, c'est juste parce que il pensait que, ou il s'est fait informer que, mais... Tu l'as closé avant de faire ça, le travail-là? Non. OK, donc ça veut dire que tu prends le risque de travailler gratuitement dans sa réflexion, et qu'il reparte, voilà. Mais je reviens au point de tantôt, ça coûte beaucoup moins cher faire ça. Puis là, si le client dit non, je peux pas venir, j'ai pas 3 heures de mon temps de consacrer, premier drapeau rouge, en disant ça va être un client probablement difficile. Client qui te répond, t'as reçu mon brief, c'est ça qui est ça. Je dis oui, mais j'ai plein de questions, puis il veut pas y répondre d'un autre drapeau rouge. Donc, juste le fait que le client se déplace d'une façon avec toi, puis il soit ouvert à ça. Oui, t'as un risque de dire, je prends 3 heures de mon expertise, puis peut-être qu'il va prendre ce document-là après, puis aller voir l'autre agence avec ça. Regarde, ainsi va la vie, puis ça va, mais c'est beaucoup moins pire que de le regarder dans l'autre sens ou de dire on n'a pas fait cet exercice-là. On réalise que finalement, on arrive à la fin du projet, on n'avait pas compris le client, donc il est insatisfait. On a doublé le budget, donc on n'est pas rentable. On a épuisé des gens dans notre équipe. Alors, on se retrouve dans cette situation-là, inévitablement. D'offrir le 3 heures en amont, pour moi, n'a jamais été, puis on le fait encore aujourd'hui chez Logient. Puis ça va me faire vraiment plaisir d'animer cet atelier-là avec vous. Puis on va évaluer le brief. Là, maintenant que je comprends mieux ton organisation, comment t'es arrivé à la conclusion que c'est un CRM que tu avais besoin? C'est parce que telle personne à la comptabilité nous a dit que c'est ça qu'on avait besoin. Un peu faible comme argument. Donc, est-ce que vous êtes ouvert à son challenge de brief? Puis souvent, même ça a déjà dans le passé souvent ouvert des opportunités de stratégie puis d'accompagnement stratégique juste parce qu'on a fait le petit bout de chemin en amont, là. Comment tu gères, moi j'ai deux choses, t'en as parlé tantôt. Comment tu gères le fait que des fois, tu te retrouves à devoir travailler avec des personnes, justement, tu vois tout de suite qu'elle n'a pas les compétences, tu sais pas ce qu'elle fait sur ce projet-là. C'est-à-dire que moi, personnellement, je me fais contacter par des gens qui me disent, voilà, je veux refaire le site web, etc. Elle est dans l'entreprise généralement depuis 2 mois. Ça fait d'ailleurs partie de son mandat de refaire le site web. Elle n'en a jamais refait. Ça se voit tout de suite que la direction ne lui a absolument pas accordé sa confiance, contrairement à ce qu'elle a dû lui dire pendant l'entretien. Et toi, là, tu te retrouves t'aimerais pitcher pour ce projet. Le problème, c'est que t'as, on va l'appeler Christian, qui vient d'arriver et qui clairement, il n'a pas les compétences pour gérer ça. Donc si tu lui fais comprendre, déjà tu peux arrêter tout de suite le projet, tu l'auras pas. Puis t'as en même temps au-dessus Daniel, qui lui veut pas venir sur la rencontre, parce que là on est pour récolter les soumissions. Et évidemment, le premier te fait comprendre que c'est pas le décisionnaire nécessairement, qui doit en parler avec son boss. Mais sauf que le boss, il va faire quoi? Il va juste comparer des bouts de papier? Non, il va aussi regarder ce que je lui dis. Ouais, mais moi je sais que je me retrouve en ce moment dans cette situation où j'ai à la fois des gens qui n'ont, selon moi, pas les compétences pour gérer le projet. Donc finalement, on va être un peu des exécutants, ce qui est dommage parce que mes employés, c'est pas pour ça qu'ils ont signé chez My Little Big Web, ils ont signé pour être des conseillers. Le problème, c'est qu'ils vont pas nécessairement le pouvoir. Et on a, encore une fois, le dirigeant qui daigne pas s'impliquer dans le projet, venir pour voir si le premier va vraiment choisir la bonne agence. Et personnellement, je me dis, mais j'ai l'impression que je perds mon temps. Alors, j'ai adopté une approche au départ de dire, écoutez, moi, si vous n'êtes pas le décideur, on oublie ça parce que, j'ai pas de temps à perdre. Le problème, c'est qu'à un moment, il faut quand même que je rentre des mandats. C'est-à-dire, je peux pas faire la fine bouche pour tout le monde. Puis, tu sais, à un moment, tu te dis, là, j'ai fait ça 10 fois, puis ça se trouve, là, j'ai peut-être perdu $200 000, là. Donc, ça, est-ce que tu l'as vécu et comment tu réagis face à ça? J'aurais beaucoup de choses à dire par rapport à ça, mais je vais essayer de me limiter à 2-3 trucs. Mais la première chose, je pense que comme consultant, tu as le droit d'exiger que la personne qui prenne des décisions soit là. Tu as le droit de demander ça. L'entreprise devant toi s'en va dépenser plusieurs dizaines de milliers de dollars, voire des centaines de milliers de dollars.
c'est peu probable que la personne qui est le preneur de décision, qui finalement à la fin de la journée, c'est lui qui va ou elle qui va se faire reprocher si le projet ne va pas bien, qu'elle ne veuille pas s'impliquer du tout. Si oui, pour moi, ça aussi, je le disais tantôt, c'est un drapeau rouge, puis ça devient problématique. Donc, je pense que comme firme, on a le droit de l'exiger. Il y a toujours la crainte de est-ce que mes concurrents vont l'exiger? Est-ce que mes concurrents vont être aussi picky? Et même si pour moi, je me dis, c'est grave s'ils le sont pas. Ouais, mais à la fin, on va quand même donner le mandat à eux autres, tu vois. Et là, tu te dis, mais attends, je me fais disqualifier pour avoir voulu faire correctement ma job? Tu vois un peu le point. Ouais. On l'a tous vécu, ça. On l'a tous vécu. Puis et là, tu te remets en question. Tu te dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais chercher du business ou est-ce que j'essaye de dire, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Remplis ce cahier des charges. Mais ça m'amène peut-être à mon deuxième point, ma deuxième avenue, c'est que de mettre le pied dans la porte, cette notion-là de mettre le pied dans la porte où la situation de ton pitch, ton pre-sale, ton sell qu'on appelle dans notre jargon, n'est pas idéale. Tu vas remplir un document qui va répondre à l'appel d'offres puis qui va répondre à ce que la personne devant toi. Mais une fois que le mandat a été signé, là, qu'il y a un contrat qui a été signé, et que t'es le partenaire qui a été choisi, t'as d'autant plus droit d'exiger de rencontrer le donneur d'ordre, la personne qui va prendre la décision. Inévitablement, elle va faire partie du projet. Puis j'ai peut-être une petite anecdote par rapport à ça. Au moins, il y a un moment pour un gros projet où tout allait bien, tout allait tellement bien. Les wireframes c'était signé, les maquettes c'était signé. On avait commencé le développement. On était rendu à notre premier launch de la première version du site. Et là, de nulle part, le président de la firme en question me demande sur un appel, puis se met à me donner de la merde en disant on va mettre fin au contrat. Puis moi qui est comme pardon, puis on se met à s'engueuler les deux en disant non c'est votre faute, mais finalement ce qu'on a réalisé c'est qu'on s'était fait lancer en dessous de l'autobus, puis que le preneur de décision avait jamais été là, avait jamais vu aucune maquette, avait finalement fait confiance aux gens dans son équipe qui effectivement on le voyait qui était pas super attentif, qui manquait certaines compétences, puis quand est venu le temps de présenter les maquettes le site fonctionnel, le président est comme j'ai le site, c'est pas beau, c'est pas ça que je voulais. Puis là, on se retrouve dans une situation où ils veulent mettre fin au contrat, ils veulent pas nous payer ce qu'ils nous doivent. Et on dit mais vous venez nous re-signer d'un autre mandat, êtes-vous conscient de ça? Puis là, je réalise qu'il manque d'informations, je le vois. Il était même pas au courant. Il était pas au courant. Puis fait que là, il nous a mis dehors, mais il a mis tous les gens sur le projet dehors aussi. Donc, il a fini par cleaner la maison puis il est reparti avec une autre firme. Mais extrêmement problématique. Puis là, j'ai réalisé, cette personne-là, j'aurais dû la solliciter avant. C'était le preneur de décision. À la fin de la journée, c'est lui qui allait signer en disant oui, j'aime ça ou pas. Puis il était pas impliqué dans le projet. J'aurais dû. Mais tu peux pas penser à tout. Enfin, c'est-à-dire, je suis complètement d'accord avec ton raisonnement et je suis le premier à prôner la remise en question. Mais à un moment, je veux dire, on peut pas penser à tout. On peut pas. Au fait, Chantal, t'es sûr que ton boss oui, non, c'est moi qui maîtrise le projet. Ok. En fait, elle maîtrise rien du tout. Non. Tu la crois pas du tout. Tu peux pas forcer le truc. Tu vois? Je pense que comme président d'une firme, puis là, c'est peut-être là où le rôle de présidente va te donner une espèce de halo. Je pense que tu as le droit d'écrire un courriel au président de la firme de l'autre côté en disant, écoutez, on est partenaire depuis 4 mois, on travaille sur un projet. Est-ce que tout va bien? Juste m'assurer que vous êtes satisfait. Avez-vous vu ce que X, Y? Puis ça peut être amené d'une façon où t'as pas bypassé quelqu'un. Ben, ça peut être perçu comme ça. Ça peut être perçu comme ça, sauf que, puis je pense que c'est peut-être l'avantage de la plus grosse firme. Là, je le vis chez Logian. J'ai un rôle de VP stratégie dans une rôle dans une entreprise beaucoup plus grosse. Donc, j'ai pas l'air de sauter la tête de personne parce qu'on dirait que il y a deux hiérarchies du client de la nôtre. Oui. Puis là, on se parle au niveau hiérarchique qui nous est égal. Fait que j'écris au CIO de l'autre bord en disant, écoute, est-ce que ça fonctionne pour toi? Il disait, Arnaud, c'est drôle, j'ai eu du feedback X, Y, Z. Donc, la relation là, c'est comme s'il y avait une relation là, puis une relation là. Puis c'est pas chaté, j'ai l'aspect hiérarchique de la chose, mais c'est une réalité. Ouais. Puis je pense que My Little Big Well, à 35 personnes, avec le rôle que tu as le droit de prendre cette initiative-là. Puis t'es pas impliqué dans tous les projets de toute façon. C'est pas toi le gestionnaire de projet. Alors, quand je reviens à dire, je pense que vous avez le droit, là, je le dis pour les auditeurs, auditrices aussi, vous avez le droit de demander du feedback. C'est pas de sauter par-dessus la tête de comment va la relation. Ouais, ça peut être ça, même pas comment va le projet, comment va la relation. Ouais, ça. J'ai juste un petit état des lieux, un petit appel de courtoisie, quoi. Mais je comprends. Il y a raison qu'il y a des situations qui vont planter pas quand même. C'est délicat. C'est délicat. C'est délicat parce que à partir il y a pas de recette miracle. Exactement. En plus, je trouve que souvent les conflits
entre les gens sont souvent des problèmes de communication et des problèmes d'ego. Il y a beaucoup d'ego en entreprise, dans le monde professionnel, etc. Et toi, quand tu arrives, même si tu es externe et que tu dis moi je vois bien qui est un peu au-dessus, qui a une grande forte tête ou quoi, moi je m'en fiche, je suis pas sous ses ordres, donc je rentre dedans. Mais c'est délicat. Donc bref, mais je suis complètement d'accord avec toi, mais effectivement j'apporte la nuance de on comprend que c'est délicat et on comprend que c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'il peut y avoir des enjeux financiers, peut avoir aussi une crainte de mal faire. Moi, je sais que des fois, j'ai pas forcément toujours bien représenté mon équipe parce que effectivement, on est dirigeant, donc on s'octroie des fois des passes droits, on se comporte d'une certaine façon, on dit les choses, on sait qu'il n'y a pas au-dessus. Donc, je veux parler au boss, mais c'est parce que c'est moi le boss. Qu'est-ce que tu vas faire ça? Déjà de base, franchement, ce qu'on va mettre tout le monde d'accord, c'est moi le boss, puis je bosse pas pour toi. Mais ok, il y avait un autre point que je voulais voir justement avec toi, puis ça va être un des derniers points parce que ça fait déjà 2 heures qu'on parle. C'était justement tout ce qui est paiement, parce que je sais que en octobre 2018 et en octobre 2000 quelque chose, 2018 on va dire, bref. Tu t'es retrouvé avec un client qui a perdu la vie dans un accident de voiture, pour qui tu travaillais depuis déjà au moins 2 ans, qui te devait au moins $100 000. Puis ton associé Samuel t'a appelé en te disant bon, tel client en fait a eu un accident, il est décédé, il nous doit 100 000. Toi, ta première réaction, ça a été évidemment, t'es choqué parce que c'est une personne avec qui t'avais laissé en plus, elle t'avait laissé un message vocal que t'avais même pas encore écouté, et tu t'es dit ok. Puis forcément, puis c'est normal, c'est humain. Tu t'es dit est-ce qu'on est dans la merde parce que il nous doit de l'argent, puis on court après cet argent, il nous doit 100 000. Là finalement, c'est beaucoup, 100 000 pour la plupart des entreprises. Ça peut créer ta faillite. D'ailleurs, justement, tu as été repêché par la personne que tu as mentionnée tantôt, Pierre. Mais mon point, c'est quand j'entends ça, je me dis, ça veut dire que pendant X mois, années, tu as vécu, alors il n'y avait pas eu de problème de paiement avant, mais tu as quand même vécu avec une espèce de crainte en travaillant un peu à crédit, mais c'est même pas un peu, c'est complètement à crédit. Et les PME se retrouvent souvent dans des situations comme ça. C'est-à-dire que, tu vois, moi, là, je travaille beaucoup avec des entreprises assez grosses. Mais d'ailleurs, Logian, on a travaillé ensemble sur des dossiers. On se pose jamais la question si on va être payé. Mais on se pose la question quand. Parce que on se retrouve souvent dans des situations où c'est dans le contrat paiement net 45 jours. D'accord. Au bout de 45 jours, il y a toujours pas de paiement. C'est genre, au bout de 45 jours, tu as le droit de relancer pour te faire entendre dire que le chèque est parti à la comptabilité. Sachant que le bureau du comptable est toujours à des kilomètres. Parce que le chèque, il voyage, il fait toute l'Atlantique. En fait, c'est ça qu'il faut savoir. Le bureau, il est à l'autre bout de la Terre. Le bureau, il est en Australie. Et donc, au bout de 45 jours, vous pouvez nous renvoyer la facture? Évidemment, personne ne sait que dans QuickBooks ou autre, on sait combien de fois la facture a été ouverte. Évidemment, personne ne sait ça. Et donc, ce que je veux te dire, en fait, ma question, c'est comment tu gères, maintenant qu'en plus tu te retrouves de l'autre côté. Comment tu gères ça? Parce que moi, personnellement, c'est quelque chose j'ai pas de problème de trésorerie, mais ça m'énerve au plus haut point parce que je sais que pour être un bon prestataire, un bon fournisseur, moi je paye rubis sur l'ongle. Je paye rapidement parce que de toute façon l'argent je l'ai, il n'est pas sur un CPG, il n'est pas en bourse, donc il travaille pas cet argent. Donc autant que je le donne tout de suite parce que mine de rien, moi mes clients qui me payent en priorité, c'est des super bons clients en fait. Et on le voit ça constamment. Le chèque est parti à la comptabilité, la comptable est en vacances. Ok, donc ça veut dire que tu payes pas ton loyer, tu payes pas ton électricité, tu payes pas Bell, tu payes rien parce que le comptable est en vacances. Donc personne n'est payé. Non, tu as fait une sélection de fournisseurs. Hiérarchiquement et subjectivement, puis je fais partie de ceux qui seront payés après. Et j'aimerais bien t'entendre là-dessus, parce que c'est un point qui, selon moi, est super important, que ce soit pour les indépendants qui se retrouvent à travailler, par exemple, qui pourraient se travailler pour Logian, pour My Little Big Web, où la personne, en fait, elle a son loyer à payer dans 5 jours, et que si tu la payes pas, et toi, tu t'en fous. C'est un pigiste, c'est un sous-traitant, c'est un machin, mais ça a un impact énorme, justement. J'aimerais bien t'entendre là-dessus. C'est une grosse question, puis je pense qu'il y a beaucoup d'aspects. La première chose, il y a un changement de mentalité comme entrepreneur ou comme pigiste, gestionnaire que tu dois avoir, ou surtout quand on est dans une firme de service.
c'est quoi l'autre option que l'entreprise a? Donc, si l'entreprise engage Magneto de Big Web, c'est qu'elle a pris la décision, consciente ou non, qu'elle allait pas bâtir à l'interne sa propre équipe parce que ça allait coûter trop cher et qu'elle avait pas l'expertise, l'expérience pour le faire. Donc, elle a décidé de trouver un partenaire, de sous-traiter pour pas avoir à rajouter des ressources clés, des activités clés qui étaient loin de son core business. Donc, une fois que tu comprends ça, une fois que tu sais ça, ça veut dire que l'entreprise qui fait affaire avec toi a une certaine forme de dépendance, a pris une décision de je ne veux pas payer des employés, donc je vais payer des gens à l'externe. Est-ce que cette personne-là ne pourrait ne pas payer ses employés pendant 4 mois? Est-ce qu'il continuerait à travailler pour eux? La réponse est non. Moi, si demain matin, je suis avec le géant, je suis sûr que je le saurais, là, mais si demain matin ou jeudi, alors que la paye devait rentrer, elle ne rentre pas, ben la première fois, je poserais une question, puis s'ils me disent OK, ben il y a une erreur, dans 2 semaines, ça va revenir. Je dis OK, parfait, mais si dans 2 semaines, ça revient pas, je m'excuse, je reviens pas au bureau. Puis je pense que ce serait naturellement pour tout le monde. Donc, comme employé, j'ai le terme anglais, le threshold, le seuil est beaucoup plus bas. Et à un certain point, on ne travaillera plus pour l'organisation, on reçoit pas la paye alors qu'on est là pour ça. Donc, une fois qu'on comprend ça comme entreprise de service, que l'entreprise, c'était soit qu'elle avait des employés internes, soit qu'elle a nous. Donc, déjà en partant là, de comprendre ça, pour moi, ça a été un gros shift de mentalité, de me dire, elle paierait ses employés, pourquoi nous, elle nous paierait pas? Ouais. Donc, ça, c'est la première chose. Alors que tu sois pigiste, que tu sois... donc, techniquement, l'entreprise, cette embauche, c'est qu'elle a un besoin critique face à toi. Alors, il faut que tu te mettes comme entrepreneur une certaine limite où si j'ai pas reçu un chèque après 30 jours, OK, parfait, on relance. Oui, ben c'est ça. Mais après 45 jours ou 60 jours, peu importe la limite que vous décidez de vous mettre, j'arrête de travailler. Puis je dis au client, écoute, tant que j'ai pas reçu le chèque, ta campagne, elle roule plus. Moi, je travaille plus sur ton site, donc le retard de le lancement. Est-ce que cette personne-là va réellement dire, OK, ben laisse faire, je te paye pas, remagasiner une agence, refaire une relation, repartir le projet, ça va coûter beaucoup plus cher. Donc, des fois, on a tendance à penser que vu qu'on est une entreprise de 30 personnes face à un groupe de 800 personnes, on n'a pas ce leverage-là. Ouais. On l'a. La réalité, c'est qu'on l'a beaucoup plus dispendieux pour eux de repartir le projet à zéro. Puis mais il y a peut-être la crainte aussi de se dire qu'ils nous en donneront pas d'autres, des projets. Tu sais, il y a la crainte toujours de se dire... mince, c'est une chance de pouvoir travailler pour Logian, pour telle entreprise, etc. Là, j'ai peur que en étant un peu trop rigide, alors qu'en fait, c'est pas de la rigidité, c'est justement avoir tendu, en fait, parce que c'est eux qui abusent de leur position qui pensent de dominante. Et c'est pour ça que je voulais t'en parler, parce que on est tous confrontés, en tout cas quand on est une petite PME, à ces problèmes de paiement. Et d'ailleurs, c'est quasiment même quelque chose, si un jour tu as l'occasion d'en discuter avec d'autres propriétaires de grosses boîtes, qu'ils arrêtent de faire ça. Parce que c'est quelque chose d'extrêmement commun. Le boss de fin du jeu du non-paiement en retard ou autre, c'est la ville de Montréal. Donc quand tu travailles avec le gouvernement, tu peux être sûr que tu seras payé en retard. Et c'est la raison pour laquelle quand ils nous appellent, oui, on a lancé un appel d'offres, on vous a envoyé, vous nous avez jamais répondu. Non, parce qu'en fait, je veux pas travailler pour vous. Ah bon? Bah parce qu'en fait, moi, je veux te payer. Comment ça? Puis Josiane ne comprend pas ce que je dis. En fait, vous payez super mal, vous payez hyper en retard. Puis s'il y a pas le truc machin selon votre contrat de 3 km qui était impossible à respecter parce qu'en fait, il dépend aussi et surtout de vous, je suis pas payé. Donc voilà, je veux pas travailler pour vous. Ouais. Mais c'est vrai que je profite de ce podcast aussi pour parler de ça, de ces entreprises-là qui sont grosses et qui s'octroient justement des abus au niveau des délais de paiement et qui, selon moi, déjà ne jouent vraiment pas en leur faveur parce que tu te retrouves à avoir des gens qui auraient pu être bien meilleurs mais qui ne veulent plus travailler avec toi. Mais surtout, ça sclérose un peu l'économie parce que, encore une fois, nous, on en a besoin pour innover, etc. Donc, je pense que c'est ce que tu dis, c'est accepter dans ce cas-là de potentiellement offusquer, peut-être même aller jusqu'à perdre un mandat, mais soyez payé et faites valoir votre droit d'être payé, quoi. C'est ironique de dire qu'on serait offusqué. La personne devant toi reçoit un chèque de paye à toutes les 2 semaines et elle travaillerait plus pour l'organisation. Elle pourrait même pas être pour l'organisation pour laquelle elle est offusquée contre toi parce qu'elle travaillerait plus là. Donc, il y a personne, je ne comprends pas aujourd'hui, puis c'est peut-être parce que c'est tabou, mais qu'on n'ait pas cette discussion-là de je mérite d'être payé, il y a un travail qui a été fait et on est en retard. Peut-être parce qu'un prestataire est moins important qu'un employé. C'est le cas. Je veux dire, un pigiste, la plupart du temps.
a moins de valeur qu'un employé. Bon, il y a un vrai problème. D'ailleurs, moi, je sais que quand j'ai commencé à travailler au Québec dans un grand groupe, justement, il y avait des pigistes. En fait, mes collègues, j'apprenais qu'ils étaient pigistes. Moi, j'étais employé. Eux, ils étaient pigistes. Mais je le savais même pas. Bon, et ensuite, effectivement, moi, j'avais ma paye tous les 15 jours. Ouais. Eux, des fois, ils devaient courir derrière. Ah, puis je dirais pas que, tu sais, je suis pas en train de dire, le géant, on est patte blanche, puis tu sais, c'est sûr que nous autres aussi, on soit des paiements en retard, donc des fois, on paye des pigistes en retard. Voilà. Je pense qu'il y a une portion de la réalité d'être pigiste aussi où il faut accepter le fait qu'on n'a pas un chèque à toutes les 2 semaines, puis c'est le fait qu'on soit techniquement plus d'argent à la fin de l'année. Il y a ce risque-là. Alors ça, je suis pas en train de dire que la situation devrait être parfaite, puis que tout le monde devrait être payé comme des employés. La seule chose que j'essaie d'amener, c'est que cette discussion-là devrait pas être tabou parce que techniquement, tout le monde doit être payé. Il y a un travail qui a été fait. C'est plus comme ça que je l'amène que de dire que on n'a pas de blanche sur tout, là, vraiment. Et qu'est-ce que tu penses de la mentalité du vous serez payé quand je serai payé par mon client dans le cas justement d'une prestation de mais sauf que parce que si vous n'êtes pas payé et que parce que c'est vous mon client. Moi, j'ai livré le travail. Mettons, il y en a pour 10 000, 15 000, 100 000. Donc, si votre client ne vous paye pas parce que, mettons, il n'a pas envie de vous payer, parce qu'il n'est pas solide, vous n'avez pas fait votre due diligence, vous n'avez pas fait votre job, et donc il n'est pas satisfait, et donc il veut pas vous payer, de fait, par effet domino, vous n'allez pas me payer, c'est ça que vous me dites. Ça, on l'entend souvent dans les sociétés de services où il y a de la coopération, on va dire, entre entreprises, pour pas parler de sous-traitance. C'est quoi ton avis là-dessus? Ouais. Est-ce qu'on devrait l'accepter quand même en disant OK, mais moi par contre ça j'étais pas au courant, j'annule le mandat parce que c'est trop risqué en fait pour moi de. Mais c'est ça l'affaire, c'est que je pense qu'il y a une discussion qu'on devrait avoir dans ce cas-là, puis si on le regarde dans l'autre sens, c'est de dire est-ce que je m'étais mis dans une position où j'étais conscient, est-ce que j'ai facturé le bon prix taux horaire considérant que je prenais une partie du risque avec toi. Donc selon si t'es pigiste ou une entreprise, c'est la question qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que j'étais conscient que je partageais du risque? Parce que là, dans le fond, si on le traduit, ce que la personne dit devant toi te dit, c'est si mon client me paye pas, je te paye pas. C'est ça. Ah, OK, on partageait le risque. Avoir su, j'aurais évidemment $150 de l'heure. Être mis devant le fait. Parce que c'est une fois que le contrat est... C'est ça, c'est extrêmement problématique. Mais je pense que, à force, en tout cas, j'imagine, mais nous, on commençait à le comprendre, puis on a eu des mésaventures, on a eu 2 clients en faillite. Ouais. Aujourd'hui, je me ferais pas avoir, là, est-ce qu'il y a un risque partagé? Est-ce que l'organisation est en bonne santé? Tout ce do deal-là, on le fait beaucoup plus exhaustivement qu'on le faisait avant, puis on fait pas juste se fier sur les apparences. Cette personne-là est riche, c'est sûr qu'elle n'a aucune idée, dans le fond, ce qu'elle a dans son portefeuille. Exactement. Alors, ça a été des leçons durement acquises pour nous dans le passé, mais je dirais qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus prudent là-dessus, puis on est beaucoup plus strict aussi sur nos politiques de paiement. Puis, à un certain point, on a des entreprises qui nous disent, nous, on paye en 60 jours. Au moins, on le sait. On est capable de travailler notre cash flow en conséquence. T'appliques des pénalités si au bout de 60 jours, il n'y a rien dans la boîte aux lettres? A priori, oui. Est-ce qu'ils payent toujours les pénalités? Ça, je pourrais pas dire. Il y a cette réalité-là d'une petite firme, mais tu vois, en même temps, on regarde, je sais pertinemment que les Big Four, quand il y a des pénalités, il y a des pénalités et vous allez les payer, là. Donc, il y a un rapport de force qu'on n'a peut-être pas avec la plus petite firme, je suis d'accord. Mais ça, je pense que c'est vraiment un des secrets, selon moi, c'est vraiment d'accepter le fait que oui, on travaille aussi pour être payé et qu'il faut tenir son bout. Et à la limite, si tu penses que tu seras pas payé, mais tu t'en fiches de perdre le contrat, puisque est-ce que tu accepterais de travailler gratuitement? Si la réponse c'est non, dans ce cas-là, tu perds pas le contrat. Puisque tu allais te faire voler. Il n'y avait pas de contrat. Ton travail. Il n'y avait pas, exactement. Fait que c'est effectivement, je pense que ça, c'est, on va terminer là-dessus, de surtout s'assurer de se faire payer et de pas hésiter, de pas se dire, je suis trop petit, ils vont pas repasser par moi ou autre. Si t'es bon dans ce que tu fais et si t'es legit dans ta demande, a priori, il y aura pas de problème. Puis, quand bien même ça arrive, je peux pas croire que si tu en fais une règle, que ça t'arrive constamment, que tu vas perdre tous tes clients. Je pense pas. C'est pas quelque chose. Si tu ne devais pas payer à temps par aucun de tes clients, il y a une problématique avec ton offre de service ou avec la façon dont tu gères tes relations. Mais limite, ça aura valu la peine de payer ce prix pour avoir cette leçon. Pour découvrir ça, en fait. Donc, j'aurais aimé ça ne pas perdre ça t'a coûté cher, cette leçon. Dans les faillites, nous, on a perdu peut-être 180 000, puis tu ne sais comme moi, 180 000, c'est les profits. Alors, moi, personnellement, je suis à 180 000 $ près. Personnellement, je fais, ouais, vraiment. On l'était plus qu'à 104, puis je finis là-dessus, mais quand je disais, Pierre nous a sauvé la vie, c'est que Pierre avait les moyens de donner un financement à ce moment-là en disant, on disait, Pierre, ça va pas bien, là. On est mort, là. On a de la misère, puis ça s'en va pas dans la bonne direction, puis il a pris un énorme risque quand même, puis je pense qu'à la fin de la journée, ça a été payant pour lui, puis quand il a été racheté, il y a eu le bon montant et tout ça, toutes les dettes ont été repayées. Alors,
je pense que tant mieux pour Pierre, mais en même temps, tant mieux pour nous, parce qu'on n'aurait pas survécu jusqu'à une transaction avec le géant s'il nous avait pas donné un coup de main à ce moment-là, parce que ça faisait un trop gros trou dans le portefeuille. Là. Sur quelque chose que tu n'avais pas prévu. Là. Quelqu'un qui décède, là, tu pensais pas dans ton schéma de pensée. Là. Quelqu'un de 40 ans en forme, c'est clair. Tu dis pas comment cette personne-là va décéder en fin de semaine. Puis pour les personnes qui nous écoutent, cette personne, elle est décédée, mais elle avait pas fait les choses comme il faut et que les autres actionnaires savaient même pas réellement à qui appartenait l'entreprise. C'est un bordel. Parce que on pourrait se dire, attendez, je comprends pas, le gars, il devait 100 000, il était tout seul dans l'entreprise. C'est que les papiers avaient pas été faits correctement, c'était un peu nébuleux à qui appartenait. Et il y avait aussi d'autres créanciers qui étaient derrière. Et à la fin, c'est ça le problème, c'est que toi, t'es où dans l'échelle? C'est la banque et le gouvernement qui se servent en premier. Après, t'as une liste, on va dire hiérarchique. Puis toi, t'es où dans cette liste? Et d'ailleurs, t'as jamais récupéré, t'as dépensé $10 000 d'avocat, mais t'as jamais récupéré ta somme. Non. On récupérera jamais cette somme. Non, c'est ça. Puis on était très loin dans la liste de créanciers, mais je pense qu'il y a beaucoup de créanciers qui n'ont jamais été payés. Je pense qu'il y a même des partenaires internes qui n'ont pas été payés. Donc ça a été vraiment problématique. Ouais, ok. En tout cas, merci beaucoup Arnaud pour ta présence. On a parlé de quand même pas mal de choses. Oui, effectivement. C'était vraiment hyper intéressant. Super parcours, vraiment top. T'es vraiment le genre de personne que je réinviterais sans problème. Donc merci beaucoup. Merci à toi, vraiment intéressant.